Thé Noir Podcast, un programme bimensuel présenté par moi, Ndaya, accompagnée de Néné. Le Thé Noir, c'est le podcast des femmes noires sans filtre. On y aborde tous les sujets qui nous concernent, on brise les tabous. Et cela toujours dans la bienveillance et dans la bonne humeur. Un peu comme une conversation de copines. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'imagine. Alors bienvenue à toi, copine. C'est parti. Hello Néné et joyeux anniversaire, mon doudou. Joyeux anniversaire. Il faut faire la version soufflé, c'est ça. Happy birthday. Oui, c'est ça. Soufflé, c'est ça. Ah oui, j'avais oublié ça. Soufflé, c'est ça. Soufflé, c'est ça. C'est ça qu'on va mettre. Tu vois, si on avait fait un épisode vidéo, au moins vous aurez pu voir mes fesses claquer. Mais bon, ce sera pour une autre fois. Tu es la femme de quelqu'un. Je te jure. Sans pression. Femme d'influence. Femme d'influence. Hein? Tu n'es pas... Franchement. Ah, ça va? Bon, voilà, 6 ans des pouvoirs. Vraiment, merci quoi. Nous sommes vraiment heureuses. Rendons grâce au Seigneur. Voilà, on est là. Hein. Bon, le podcast a 6 ans. Là, on fait un petit épisode spécial. Tu vois? L'âge d'un le podcast, c'est lire et écrire. Exactement. Un podcast qui apprend à lire et à écrire. T'as vu? Bah, écoutez, je pense que vous avez toutes vu sur les réseaux sociaux, on avait fait appel à vous toutes pour participer à l'épisode anniversaire. On voulait faire un épisode spécial courrier des auditrices et du coup on a récupéré un petit pactole de questions, des questions, aussi plein de messages d'amour. Franchement, merci beaucoup d'avoir participé à ça. Et du coup, pour cet épisode spécial, on a sélectionné 10 questions. Ouais, on a sélectionné 10, histoire de pas faire un épisode qui dure 6 heures. Et voilà, hein, c'est parti. On va pas vous faire trop attendre. En tout cas, on en a pour tous les goûts. Donc, quand ce sera le moment de plus écouter ça en haut-parleur, je vous dirai. Pour celles qui écoutent en haut-parleur à la maison ou au bureau, je sais pas. Quand ce sera le moment de mettre les écouteurs et rester bien calme, je vous dirai. Voilà. T'es de quel genre d'humeur, là, Néné? Tu veux commencer par quel genre de sujet? Tu veux la foi, le travail, le sexe, de quoi? Et moi, j'ai envie de te dire, on suit, hein. On prend chacune leur tour comme elles viennent, comme ça, on est, tu vois. Ok. Moi, je vais commencer par un truc tout... Moi, je vais commencer par un truc sage que j'ai trouvé trop mignon. En fait, cette question-là, on l'a reçue en anonyme. Et quand je l'ai ouverte, j'ai fait « Oh !» C'était vraiment ma réaction. La question, c'est « Coucou, quels sont les signes qu'un garçon est intéressé par nous ?» Franchement, quand j'ai lu ça, j'ai explosé de rire, j'ai dit « Oh !» Donc tu les détestes pas encore, c'est bien. Tu veux savoir. Mais on n'a pas dit qu'on était un peu positive, qu'on était on ouvrait notre cœur. Mais t'as pas entendu que ma voix elle était douce? J'ai dit ça avec douceur. Oui, c'est vrai. J'ai dit ça avec beaucoup de douceur. Franchement. Non. Et puis j'ai laissé la question dans l'épisode, tu vois. Donc je suis prête à faire l'effort d'essayer de donner une réponse. Franchement, après, je sais pas si j'ai tort, hein, mais quand j'ai eu le message, je me suis dit, bon, je pense que c'est une de nos auditrices qui est un peu plus jeune quand même qui nous a écrit ça. Oui, peut-être. Mais quels sont je sais pas par quoi commencer les signes, parce que j'étais en train de me dire déjà dans quel contexte. Est-ce que c'est une personne que t'as déjà vue, ou est-ce que c'est le genre de situation où on parle de quelqu'un qui est que tu connais juste dans le virtuel, tu vois. Si c'est quelqu'un que vous suivez sur Snap ou sur Instagram, c'est un peu plus complexe, tu vois, de savoir si la personne, elle est intéressée. Non, mais j'ai envie de dire qu'en plus, nous, on n'a pas forcément les codes d'Instagram comme la génération après nous ont les codes d'Instagram. Voilà. Tu vois? Et encore moins de Snap. Alors là, Snap, je suis perdue. Pour moi, Snap, comme l'épisode d'avant, c'est Sodome et Gomorrhe. C'est vraiment, quelqu'un qui vient te voir, dit, t'as pas un Snap? Mais je dis, mais j'ai un numéro de téléphone. Enfin, je sais pas, tu veux mon Snap? C'est pas... Tu veux pas quelque chose de sérieux, en fait. Quelles sont tes intentions? Oui. Tu veux pas quelque chose de sérieux. Ouais, enfin, moi, je vais me baser sur Instagram, parce que c'est là où je passe le plus de temps. Mais je dirais qu'une personne qui est intéressée, ben déjà, de un, elle va pas juste regarder tes stories, elle va interagir, quoi. Un minimum. Oui. Parce que intéressée, je pense que là, on est en train de parler d'un intérêt romantique. Oui, je pense aussi. Donc, dans ce sens-là, une personne qui regarde tes stories, elle a pas forcément d'intérêt romantique, mais elle a un intérêt à savoir ce qui se passe dans ta vie. Mais si la personne interagit, je me dirais qu'il y a peut-être plus. Ah, c'est compliqué, hein. On n'a pas assez de contexte avec cette question. Mais moi, en fait, j'ai envie de dire, on va partir du principe que c'est dans la vraie vie.
c'est quelqu'un que tu côtoies ou que tu connais un minimum. On fait les situations, quelqu'un que tu connais pas et quelqu'un que tu connais. Pour moi, quand il y a quelqu'un que tu connais, tu sais que la personne est intéressée à toi parce que tu remarques un changement de comportement. Ça va être tout bête, mais par exemple, si la personne sait que tu aimes un latte le matin, la personne, elle va te dire, je te prends un latte. Ou qui sait que t'aimes tel genre de bonbons. Et ça veut pas forcément dire que quelqu'un qui fait toutes ces choses-là pour toi est forcément intéressé par toi, mais si c'est pas dans sa nature... Mais c'est un bon début. Disons, c'est un bon début déjà. C'est un bon début, et si tu vois que son comportement vis-à-vis de toi est différent du comportement qu'il peut avoir vis-à-vis d'autres personnes. Je pense que ça, c'est déjà un bon indicateur de se dire, moi, par exemple, je vais me baser sur mon expérience personnelle. Dans un des boulots que j'ai fait avant, j'avais un collègue qui, le matin, me ramenait ma viennoiserie préférée. Toutes les fois où il était au bureau et que j'étais au bureau, tous les matins, j'avais sur mon bureau ma viennoiserie préférée qui m'attendait. Et j'ai trouvé ça très sympa. Je me dis, il est gentil. Et en fait, j'ai remarqué que personne n'avait ça, cette attention-là de sa part. Et là, je me suis dit, peut-être qu'il veut du pain. Donc... Non, je vois ce que tu veux dire. Et je pense que ça aussi, tu peux trouver un équivalent avec une connaissance digitale. Parce que moi, ça m'arrive des fois de recevoir des trucs. Je sais pas, dans un épisode du podcast, j'avais parlé... Voilà, ça c'est un exemple très bien. Dans un épisode du podcast, j'avais parlé du fait que j'adore les baleines. Je me rappelle même pas, tu vois. Et une fois, il y a une auditrice qui m'a envoyé en privé un reel, justement, où on montrait des gens qui avaient vu une baleine de très près et tout. Qui me disaient, tiens, j'ai vu ça, j'ai pensé à toi. Là, tu vois, ça veut dire c'est un intérêt précis. Tu comprends que la personne, elle est intéressée par toi et par personne d'autre. C'est pas juste un hasard comme ça. Voilà. Ça m'avait touchée. Voilà. Mais maintenant, c'est vrai que c'est difficile de savoir si l'intérêt il devient romantique à quel moment. Oui, après, moi, je pense qu'il faut avoir assez de courage pour avoir la conversation. Et pas forcément, et ça veut pas forcément dire mettre les pieds dans le plat en disant tu veux du pain, je te plais ou quoi? Tu veux quoi? T'as faim? Tu veux du pain, comme t'as dit. C'est pas ça, mais tu vois, parfois il faut juste se dire que mais merci, j'ai remarqué que tu m'as apporté ça, c'est vraiment très très gentil, et tu vois, commencer la conversation naturellement. Et je sais que parfois c'est difficile pour certaines personnes d'avoir ce genre de conversation, mais au moins le remercier de façon correcte, de sentir, c'est ça déjà, et aussi signifier qu'on pourrait si t'es intéressé aussi, hein. Voilà, c'est ça. Si t'es potentiellement intéressé, de le faire savoir ou de le faire comprendre. Et quand je dis le faire comprendre, ça veut pas dire être une biche sur un bord de route en train de faire des battements de cils. C'est pas assez. Et franchement, comme tu dis, c'est dur. Des fois, c'est dur de confronter quelqu'un, d'essayer de confronter la personne, parce que ce sera plus gris, en fait. Ce sera noir ou ce sera blanc. C'est ça. Mais franchement, c'est pénible, c'est difficile, mais c'est tellement plus intéressant quand tu sais clairement où tu te tiens. Plutôt que d'attendre et de tout le temps te demander est-ce que ça voulait dire ça, est-ce que quand il a dit truc ça voulait dire ça, est-ce que quand il a appuyé sur like c'est parce que machin. Non, c'est bien quand les choses sont claires. Et après, la dernière chose que j'aurais envie de dire là-dessus, c'est comme tu me disais, parce que nous, avant d'enregistrer, on est au téléphone pendant 3 heures, on a parlé d'autres trucs. Et comme tu me disais tout à l'heure, tu me disais oui, il faut faire confiance à son intuition parfois. Donc moi je me dis déjà, à partir du moment où tu te demandes si la personne elle est intéressée, c'est qu'il y a déjà des signes, tu vois. Il y a déjà des signes que t'as vus. En général, quand t'as une bonne intuition. Moi, j'ajouterais dans le cadre où la personne, tu la connais pas du tout, il y a des attitudes qui ne mentent pas. Tu vas voir la personne qui va chercher ton regard sans cesse, qui va essayer de se faire remarquer, quelqu'un qui passe souvent à côté de toi. Oui, ça, c'est des codes universels, c'est vrai. La personne qui te bouscule un peu, où tu dis, pardon, excusez-moi, c'est à vous, non, allez-y, je vous en prie. Non, mais après vous, voilà, tu vois. On nous montre souvent ça dans les films, mais dans la vraie vie, c'est pareil. Genre, t'es en soirée, ou t'es chez des amis, ou vous faites une sortie, enfin, peu importe dans quelle la personne qui vient te parler, même des fois, elle a rien à dire, mais elle se dit quand même, non, je vais venir te parler. Ouais, elle se met juste à côté de toi. Et tu te dis, c'est chelou, la personne, à chaque fois que je me retourne, cette personne est là. C'est pas un hasard. C'est jamais un hasard. Et parfois, ça n'aboutira à rien, mais il y a des
comme tu dis, il y a des codes universels qui ne trompent pas. Et comme tu as dit, suivre son instinct. C'est ça. Voilà. J'espère qu'on t'a apporté assez de réponses et bonne chance. Et franchement, donnez-nous des updates, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'insisterai pas assez dans cet épisode. Donnez-nous des updates. On veut savoir. Voilà. Je te laisse choisir la question suivante. Alors, on va mettre les pieds dans le plat. Tu fais comme dans... C'est quoi? C'est dans Motus où ils mettent la main dans la bassine avec toutes les boules, là. Et écoute, moi je vais pas prendre une question difficile tout de suite, je sais la question difficile que j'ai envie d'utiliser après, mais je trouve que là on est un peu au début. Donc on s'échauffe, hein. Ouais. Mais on va mettre quand même les pieds dans le plat sur une question qui n'est pas difficile. J'ai lu une étude dernièrement qui disait que sur un couple sur 3, la femme est frustrée sexuellement et n'en parle pas à son partenaire. Comment débrider le sujet et vivre sa sexualité pleinement? Donc un couple sur 3, c'est-à-dire 33% de la population. Voilà. Damn. Voilà. Damn. 33%. Dans 33% des cas, c'est la femme qui est frustrée. Bon. Je vais partir du principe que c'est une étude française, mais bon, je sais pas parce qu'on est écouté dans d'autres pays francophones, mais partons du principe que c'est une étude française. Et t'es surprise? Sur 3, c'est beaucoup. T'es surprise? C'est vraiment beaucoup. Surprise, non, mais je trouve quand même que c'est beaucoup. Moi, j'aurais dit plus, je trouve déjà. quand même que c'est beaucoup. J'aurais dû plus, je suis pas surprise. Parce que il y a beaucoup de femmes qui n'en parlent pas. T'as beaucoup de femmes qui se contentent de ce qu'elles ont et qui ont parfois peur d'exprimer certaines choses. Parce que aussi, la société ne nous montre pas le fait qu'on puisse avoir une pleine possession de nos moyens et de ce dont on a envie et ce qu'on aimerait faire. Et quand on te le rabâche tout le temps en te disant en limite une femme ne devrait pas être comme ça, une femme ne devrait pas avoir ses enfants. Alors oui, effectivement, ça bouge et on encourage ça un peu plus, mais je peux vous garantir que si on sort maintenant et qu'on est entre femmes, ou on parle avec des hommes en disant bah oui, moi j'aime bien ci, j'aime bien ça, mon mec, machin, ci, machin, ça, on va se dire mais quelle est cette femme débridée au possible, quoi. Donc c'est pour ça que ça me perturbe comme question, parce que je me dis que là on parle vraiment du couple, tu vois. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des expériences sexuelles mauvaises, mais au sein de ton couple, là où c'est censé être ta zone de confort, de te dire que t'es frustrée, je trouve ça dingue en fait, justement, qu'on n'arrive pas à communiquer dans ce cadre-là. Dans un autre cadre où t'as eu des plans d'un soir, etc., ça peut arriver, t'as de la chance, t'as pas de chance, mais dans le couple, mais justement parce que dans le couple il y a beaucoup de femmes qui s'oublient. Il y a beaucoup de femmes qui font les choses par automatisme et qui se disent bon, de toute façon c'est pas grave, il y a d'autres choses qui vont bien. Justement, je pense que même si toi tu le vis comme ça parce que tu communiques énormément, mais il y a plein de gens qui communiquent pas autant, hein. Et si ça, sur ce sujet-là, tu te communiques pas, puis après, il y a la vie aussi, tu te dis, bah, en fait, j'aimerais en voir plus, mais il y a ça, Mathéo, il faut aller le chercher au foot mercredi à 16h, ensuite, il faut faire les devoirs, tu reviens, t'as la lessive, t'as à manger, il y a le quotidien aussi, il y a les week-ends en famille, l'anniversaire du beau-père. J'ai pas le temps de pimper nos relations sexuelles à chaque fois pour qu'elles soient parfaites, etc. Ça, je peux le comprendre. Moi, j'ai l'impression que des fois, les femmes qui sont frustrées n'osent pas aborder le sujet, peut-être parce qu'elles pensent qu'elles sont le problème. Tu vois, justement, parce qu'on a toujours la charge mentale par rapport à tellement de choses. Qu'est-ce qui nous empêche, en fait, de s'approprier cette charge mentale aussi dans la sexualité? De se dire que c'est peut-être parce que depuis que j'ai eu Mathéo, je suis plus pareille, tu vois. Ça peut être ça aussi. Ça peut jouer et du coup, tu peux te retrouver frustré et ne pas en parler à ton partenaire pas parce que t'es frustré par sa performance, mais parce que, pas seulement parce que t'es frustré par sa performance, mais aussi parce qu'il y a plein de changements que t'arrives pas à gérer sur toi-même, sur ton corps ou sur ton mental. Oui, et puis en plus, ça, c'est un sujet qu'on voulait aborder lors d'un prochain épisode, donc je pense qu'on pourra le faire plus en détail. Mais si on peut donner des conseils sur comment débrider le sujet et vivre sa sexualité pleinement, moi j'ai envie de dire le jeu. Il y a plein de jeux en ce moment qui se vendent sur apprenez à connaître mieux votre partenaire, machin, etc. Il y en a sûrement sur la sexualité, sur Amazon, on trouve tout. Il y en a des tonnes, ouais. Et du coup, sur un jeu de cartes où vous mettez, au début vous trouvez ça un peu gênant, et puis après vous en rigolez, ça vous fait des bons souvenirs. Si vous avez une bonne complicité,
Moi, je pense que c'est une façon qui peut aider. Passer par le jeu. Parce que s'asseoir comme ça, en fait, après avoir couché les enfants, ou même si vous n'avez pas d'enfants après une longue journée, s'asseoir et dire, en fait, chérie, je voudrais te parler de quelque chose. Ça crée toujours un climat de tension. On a l'impression, on se met déjà sur la défensive en disant, ah bah regarde, j'ai ramené telle chose, on devrait essayer. Ouais, mais toi aussi, avec tes idées de merde, machin. Oui, mais vas-y, essaye, machin. Et c'est vrai. C'est une façon de mettre un pied à l'étrier et aussi d'en parler à des moments, pas attendre que ce soit le moment d'eux. En parler aussi à des moments qui paraissent complètement inopportuns. Le matin au petit-déj, en faisant les courses, ou tu vois, enfin, à des moments qui ne sont pas dédiés à ça, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se passent au moment où la chose est censée arriver, c'est-à-dire à la fin de journée, quand on va se coucher, et hop, tu vois, c'est une routine, quoi. C'est à faire parce que c'est à faire. En tout cas. Moi, j'ajouterais que, à défaut de se concentrer sur ce qui ne va pas, enfin, pour les personnes qui ont du mal, du moins, à dire directement ce qui ne va pas, de faire l'effort de dire quand c'est bien, tu vois. Au lieu de se concentrer sur les moments où t'aimes pas ce qui a été fait, plutôt vraiment insister, genre là, quand il est en train de faire un truc que t'aimes, de vraiment lui dire, ah ouais, mais là, quand tu fais ça, j'adore. Là, je vais perdre la tête et tout, tu vois, vraiment insister sur ce moment-là. Parce que à force de l'entendre, enfin, il va te connaître et il saura quel move il est censé faire sur toi pour vraiment te faire du bien, quoi. Et si malgré ça, malgré le fait d'avoir mis en avant tous les moments que tu aimes dans cette rencontre, tu te sens toujours frustré, oui, à un moment donné, il faut se poser d'autres questions et à défaut de faire des jeux, peut-être à un moment donné vraiment s'asseoir et parler. Moi, je pense que le problème général, il est lié à la façon dont la femme vit la sexualité. Qu'est-ce que c'est tu vois, quelle est la place de la sexualité dans ta vie? Comment tu vis ta sexualité? Moi, je sais que, pour ma part, j'aime avoir... je vois la sexualité comme quelque chose où j'ai envie d'être enthousiaste, tu vois. Donc, juste pour ça, en fait, je mettrai tout en œuvre pour que ce soit un bon moment. Et j'hésiterai pas à dire, non, c'est pas la peine de faire ça, tu vois. C'est pas la peine. Je pense pas qu'il y a des formules magiques pour pas frustrer l'autre personne, parce que moi, je pense clairement que quand la femme est frustrée sexuellement et qu'elle en parle pas à son partenaire, c'est qu'elle a pas envie de briser son ego fragile. Mais tu peux juste dire, en fait, tu peux juste ne pas faire ça, quoi. C'est très simple. Enfin, on n'est pas censé connaître le corps de l'autre par cœur. C'est pas logique, c'est pas ton corps, tu ne peux pas savoir. Et en plus, au cours des années, il y a peut-être des trucs que t'aimais, que tu vas plus aimer, des trucs que t'aimais pas forcément, qui vont t'intéresser. Et c'est tout ça qui fera que ta sexualité, elle sera tout le temps épanouie. Donc pour moi, ça doit être déjà d'office, ça doit être un moment d'enthousiasme. Tu vois, si je sens pas vraiment que ça va être une expérience où genre j'ai hâte que ça se fasse, déjà d'office j'aurais pas envie de le faire. Donc je vais mettre tout en œuvre dans ce sens-là, en fait, à dire clairement, bah en fait, soit j'hésiterai pas à dire que je ne le sens pas quand j'ai pas envie de le faire. Et ça, je sais que ça aussi, c'est encore un autre problème dans les couples. Il y a beaucoup de personnes qui, parce qu'elles sont en couple et qu'elles vont maintenir une certaine routine et avoir des rapports même quand elles en ont pas spécialement envie, c'est super dangereux. Ça va complètement détruire ta vision de la sexualité. Je pense que il y a vraiment des choses sur lesquelles il faut pas hésiter de parler, quitte à ce que ça froisse l'autre et pendant une semaine vous vous boudez un peu et quand vous dormez fesse contre fesse, dos contre dos jusqu'à ce que vous ayez vraiment débridé le sujet. Mais pour moi, il y a pas de mal à dire. Je pense qu'on en avait déjà parlé. Je t'avais dit, ouais, une fois, il y a un gars qui a mis un de mes orteils dans sa bouche et je lui ai dit, par contre, ça, tu m'en fais plus jamais ça, s'il te plaît. Je trouve ça dégueulasse, tu vois. Not on my watch. Et puis ouais, voilà. C'est pas incroyable, quoi. Juste, ne le fais pas. On a entendu, on passe à autre chose. Hop, oui, et puis parfois, il faut pas dramatiser une situation. Ça, c'est ça. Je pense que si vous en arrivez là avec la personne, c'est que vous avez un certain niveau de complicité et d'intimité. Donc, si avec le niveau j'ai pas de l'impression complicité que tu vas arriver à un point où tu vas lui dire j'aime pas un truc et genre je te dis tu sais quoi, on arrête tout de suite, ce que t'as fait c'était horrible, me touche plus, quoi. Oui, c'est ça. Et puis quand t'arrives à ce niveau de complicité et d'intimité, je pense que en parler, ça doit être comme demander ça va, t'as passé une bonne journée. C'est pas, enfin pour moi c'est pas plus grave qu'autre chose de dire en fait j'ai pas apprécié ça,
même comment tu parles de ta relation avec tes collègues au bureau, tu dis oui, bon bah voilà, il s'est passé ça, ou même avec tes amis. Parce que on est dans une affaire de couple, on n'est pas dans une affaire d'un coup d'un soir ou de quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment quelqu'un avec qui tu bâtis quelque chose. Donc de la même façon que tu peux lui dire oui, bah avec ma copine un tel, on n'est pas d'accord là-dessus, je me demande si c'est moi qui exagère ou si c'est elle, parce que parce que ça, tu dois être capable de lui dire aussi, bah écoute, chérie, je t'aime beaucoup, mais tu vois, par rapport à ça, j'aimerais bien qu'on fasse un effort, parce que je pense que ça nous rapprocherait. Enfin, c'est aussi bateau que de dire que Jean-Marc à la machine à café t'a fait chier sur un dossier alors que tu lui avais déjà tout envoyé, quoi. C'est aussi simple que ça, pour moi. Franchement. Tout à fait. Moi, je suis d'accord avec toi. Bon, bah, j'espère qu'on a répondu à ta question. Voilà, je choisis la suivante, c'est mon tour? Mais oui, c'est ton tour. C'est mon tour. Alors, celle-là, c'est une question un peu plus longue. Voilà, je commence. Alors, déjà, je tiens à dire que j'adore le podcast, c'est mon petit RDV cocoon entre introvertis, je kiffe, merci beaucoup. Alors, ce n'est pas vraiment un dilemme, mais en gros, l'année dernière, j'ai rencontré 3 mecs via des sites de rencontres pour du CDD/plan cul. Je savais pas que ça se disait CDD. Si. Mais il se trouve que je suis restée amie avec les 3. Ok. Donc, elle a rencontré 3 mecs, elle est restée amie avec les 3. Et il y en a un sur les 3 avec qui je couche encore, le temps de mon célibat. Mais c'est vraiment amical, c'est une personne incroyable, je peux le voir sans qu'il ne se passe rien parfois. C'est déjà arrivé et c'est comme ça qu'on fonctionne. Le deuxième, on se fait des soirées, on se voit de temps en temps. Et vraiment, je n'ai plus d'attirance sexuelle envers lui. Et le troisième, il est vraiment trop plan-plan, voire déprimant. On s'envoie quelques messages, mais on se voit très très rarement. C'est pas un pote, mais il me fait comprendre qu'il a envie de sortir de temps en temps. Et voilà. Et elle me dit, et en plus, il est en couple maintenant. Mais même sans ça, je ne ferai rien avec lui. Voilà. Okay. Donc, il y a ces 3 personnes dans sa vie. Et elle dit, ma question, si un jour je me mets en couple, est-ce que je dois dire la vérité à mon mec ? Je suis une personne très honnête et je n'aurai pas de mal à donner le vrai contexte de la rencontre et expliquer la situation. Mais je sais que certains hommes ont du mal avec ça et ne le comprendraient pas. Ce qui est normal, je pense que dans la situation inverse, j'aurais du mal aussi. Mais je me vois mal couper les ponts avec eux, surtout les 2 premiers, parce qu'ils ont été là à des moments clés pour moi. Je projette une situation, mais parfois j'y pense et je ne voudrais pas qu'il y ait des doutes. Voilà, c'est ça la question. J'ai trouvé ça super intéressant parce que ça m'a rappelé tout de suite à la série How I Met Your Mother. Tu sais, il y a une période où Ted Mosby, il sort avec une fille. Attends, c'est elle ? Non, c'est Robin qui sort avec un gars. Et le gars se rend compte que Robin, dans sa bande d'amis, elle a couché avec Ted et elle a couché avec Barney. Et en gros, il supporte pas. Il se dit, mais attends, mais comment ça je découvre comme ça au détour d'une conversation que t'as déjà couché avec lui, après je découvre que t'as déjà couché avec un tel, et genre vous êtes tous potes et tu penses que tu peux m'emmener dans cette histoire. Voilà. Donc c'est une situation compliquée. C'est une situation compliquée. Après, moi je dirais, affaire de gens qui se sont vus nus, c'est mieux si par exemple tu sais que dans ton entourage il y a quelqu'un qui t'a vu nu et que potentiellement tu vas ramener ton gars ou ta meuf, mais tu sais que dans le groupe il y a quelqu'un qui t'a déjà vu nu, c'est mieux que cette personne l'apprenne de toi que de quelqu'un d'autre, ou après que les sentiments soient et évoluer, soit un peu plus machin, parce que c'est beaucoup plus vexant de le découvrir à ce moment-là. Et aussi parce que faut pas que la personne en question ait l'impression de détenir une information et d'en savoir plus qu'une autre personne. En fait, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, c'est que faut vraiment que le niveau d'information soit égal à tous. Donc ça veut dire que moi je sais que j'ai fait ça avec toi, lui il sait que j'ai fait ça avec toi, toi tu sais ce que t'as fait avec moi, et on est tous au même niveau d'information. Comme ça, quand tu rentres dans la pièce, que ce soit un sujet ou pas, ou que la personne ne l'apporte pas, et si la personne, elle tient vraiment à toi, pas la personne que tu ramènes, mais la personne avec qui ça s'est passé, qui est encore dans ton cercle d'amis et qui a un peu d'affection pour toi, c'est pas un sujet qui va apporter, parce que si vous êtes clairement passés tous les deux à autre chose,
c'est pas un truc où tu vas dire au fait tu sais que j'ai fait ça avec mais bon voilà on est tous potes. Parce qu'à partir du moment où tu mets le sujet sur la table, où tu te sens obligé de dire un truc par rapport à ça, c'est que la situation soit te gêne, soit t'es pas passé à autre chose. Et donc dans ce cas-là, il faut réévaluer un peu le rapport que vous pouvez avoir, tu vois. Parce que moi je suis pas d'accord. Tu penses pas? Tu penses qu'on devrait plus se honnêtement voir? Non, honnêtement, je dirais rien à mon gars. Il saurait pas. Franchement. Tu crois? Ouais, je préférerais prendre le risque et ne rien lui dire, vraiment. Parce que après, j'ai du mal à me mettre dans ta position parce que j'ai pas beaucoup d'amis hommes, mais j'essaie de me mettre dans cette situation-là et je partirais du principe que mes amis, normalement, s'ils connaissent mes secrets, je sais qu'ils vont jamais les répéter, tu vois. Donc je serais assez confiante avec les gens de mon entourage proche pour savoir qu'ils vont jamais raconter un de mes secrets comme ça à mon gars au détour d'une conversation et se dire oups, j'aurais pas dû te dire qu'on avait baisé. Non, tu vois, c'est quand même je trouve ça extrême en fait. Pour moi, si tu penses que l'un de tes amis, parce que t'as dit que tu serais prête à rester amie avec les 2 premiers et pas le 3e, si tu penses que l'un de ces 2 gars serait capable de sortir ça au détour d'une conversation par accident, je pense que c'est pas une personne avec qui t'as besoin d'être amie de manière aussi proche. Ça marchera pas, tu vois. Mais moi, je pars du principe que mes amis, ils ne vont jamais trahir un secret. Donc, qu'on se soit vu nu ou pas, je partirai du principe que le gars avec qui je vais mettre, ce que j'ai envie qu'il sache, il le saura, et ce que j'ai pas envie qu'il sache, il le saura pas, et personne ne lui dira, en fait. Ouais, c'est ça, mais moi, c'est vraiment sur le niveau d'information, quoi. Et parfois, franchement, justement, sur le niveau d'information, je me dis, des fois, on rentre dans des relations et on veut tout savoir. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de tout savoir sur la personne avec qui tu vas te mettre, tu vois? C'est pas nécessaire de tout savoir, mais de savoir les choses qui te semblent importantes. Et c'est là où il faut avoir une conversation d'entrée de jeu en disant, est-ce que toi, tu veux connaître toutes mes histoires dans le moindre détail, ou c'est quelque chose tu t'en fiches, ou tu me fais assez confiance pour... Après, c'est aussi une histoire de confiance. De se dire, mais en fait, si elle est restée proche de ce gars, même s'il s'est passé telle chose avec lui, elle est Sauf que justement, dans ce cas-là, pour moi, c'est pas une histoire de confiance dans le couple, c'est une histoire de confiance en lui-même, pour le potentiel gars qui arrivera dans cette situation. Oui. Parce que, pour moins que ça, il y a des gars ils arrivent pas, ils sont pas en confiance. Elle aurait juste dit, j'ai 2 amis mecs, pour d'autres personnes, ce serait trop, déjà. Oui, tu bien vois sûr. Pour certains gars, c'est trop, donc je me dis vraiment... moi, c'est comme ça que je le réfléchis. En fait, je me dis par rapport à l'ego des hommes, je me dis c'est trop compliqué d'essayer de lui faire comprendre que toi, t'as eu le temps de vivre plusieurs étapes avec ces personnes-là et que au point où tu en es aujourd'hui, tu es sûre et certaine que tu feras jamais rien avec eux, que c'est juste des amis, etc. Le gars, dans un coin de sa tête, il se dira toujours non, mais nous, on est des charros. Ça veut dire que eux, s'ils veulent un jour, ils peuvent le faire sous mes yeux. Je saurais même pas, tu vois. Il va tout le temps s'imaginer le pire. Et ça risque de créer une relation où tu dois tout le temps prouver à quelqu'un que tu lui ferais pas un truc que t'as jamais eu l'intention de lui faire. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça donc moi, je suis pas pour le mensonge, mais je préférais juste l'omission totale, quoi. Mais en fait, il faut savoir... Tu sais, c'est comme... Moi, j'ai parlé avec des amis filles du fait que... le meilleur, le pire dans une relation, est-ce que tu t'accepterais de rester avec un mec qui gagne moins d'argent que toi, un mec qui est au chômage, qui vit à tes dépens, un mec qui est malade, un mec qui te tape, un mec qui te trompe, etc. Chacun sait ce qu'il peut supporter dans sa vie, hein. Donc si toi tu peux supporter le fait de tout savoir dans les moindres détails et que ça ne change pas ton comportement, vas-y, go. Mais il y a des gens qui vont te dire... parce que tu vois, dans la question, elle a dit elle-même que s'ils étaient dans le cas inverse, elle serait un peu, mal à l'aise. Mais il faut lui le demander, en fait. C'est à lui de savoir s'il a besoin d'entendre ou pas. Chacun. Parce que tu peux être dans un couple avec quelqu'un et vous n'avez pas le même niveau de tolérance sur certains sujets, ce qui est tout à fait normal. Donc du coup, si on n'a pas le même niveau de tolérance sur certains sujets, moi j'ai envie de te dire, on n'a pas le même niveau de tolérance, toi tu as envie de savoir, je vais te le dire. Mais après, il faut pas venir me voir en me disant pourquoi tu m'as dit ça. C'est toi qui voulais savoir. Tu m'as dit que tu étais prêt à entendre. Puis, comme tu as dit, il y a des gens qui s'en fichent. Il y a des gens, ils vont se dire, ouais, ok, tu as eu ta vie avant. Après, ça dépend. Peu importe l'âge, je sais même pas ça dépend, mais peu importe l'âge. Mais quand tu rentres dans une relation, que tu aies 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans ou 50 ans, il faut être hyper naïf pour penser que la personne n'a rien vécu avant. Donc,
Soit ouais. tu acceptes que la personne est grandie jusqu'à ses 25 ans, 30, 35, peu importe, et que tu la récupères et que cette personne a son passé, soit tu acceptes ce que cette personne te donne de son passé, te dit de son passé, et tu te dis, elle me fait assez confiance là-dessus, je prends ce qu'elle me donne, si je veux en savoir plus, je pose des questions, et si elle est assez à l'aise de partager avec moi, puis ça dépend à quel moment de la relation tout ça arrive. C'est pas la première semaine, c'est pas non plus... Il y a une question de timing aussi, et de voir comment les choses se passent. Moi, c'est pas parce que je décide de sortir avec un gars que dans les premières semaines où on va commencer à se parler, dans les 3 premiers mois, cette personne saura tout de moi. Parce qu'il faut, on se découvre. Je sais pas encore si t'es quelqu'un Mais tu sais, ça me fait penser à une conversation que j'avais vue sur Twitter où il y a une fille qui disait genre, toutes les femmes savent que elles donneront jamais leur body count à un homme. Genre, elles vont te donner un chiffre, mais tu sauras jamais si c'est vraiment le vrai chiffre. C'est ça. Il y aura toujours une version, genre, ton body count, il est passé par plusieurs filtres de comment il va me percevoir, etc. Moi, je trouve que tout ça, c'est lié à vraiment comment il va percevoir la femme, en fait. Parce qu'un homme peut se retrouver dans des situations comme ça, il peut avoir eu ce genre de situation, ce genre de vécu, et ne pas être jugé aussi durement. Moi, je le jugerais aussi durement. Pour ma part, je me dis, si tu veux savoir qui m'a vu nu dans les gens avec qui potentiellement je suis restée proche, je veux savoir aussi qui t'a vu nu. Parce que je veux pas rentrer dans une pièce. Parce que le truc, c'est que moi, je sais que ça m'affectera pas autant. Ça m'affectera pas autant, tu vois. Mais j'ai l'impression que les hommes, ça les affecte beaucoup plus de savoir qui a vu leur propriété nue, tu vois. C'est vraiment comme ça, en fait. Je veux juste pas que les gens ils aient l'impression que they have one up on me. C'est vraiment ça le truc. Non mais tu sais, se retrouver dans cette situation, parce que le monde est méchant. Il y a des gens qui vont se permettre, on en a parlé, des gens qui vont se permettre de dire des choses et d'avoir des attitudes, et tu les regardes, tu te dis, mais t'es qui en fait? T'es qui pour te permettre en fait d'avoir certains... Il y a des gens qui sont nés avant l'audace dans ce monde. C'est ça le problème. Soyez armés jusqu'aux dents. Armés jusqu'aux dents. Parce que ceux qui sont nés avant l'audace, ils vont jamais vous rater. C'est bien, c'est notre premier désaccord. En tout cas, moi, je maintiens jusqu'à la fin. Il n'en saura rien. Il n'en saura rien. Ah, écoute, au moins, il en saura une partie. Il peut savoir une partie, mais ça se discute. Mais tu sais à quoi ça m'a fait penser aussi quand j'ai lu cette histoire? C'est même pas la même situation, mais ça me fait trop rire parce que toi, par exemple, comme tu l'as dit, t'as un frère qui n'est pas ton frère biologique, mais vous avez grandi comme frère et sœur. Et même expliquer ça à un gars, il y a des gars, ça les perturbe. Franchement. Mais moi, pour si peu. Mais moi, j'ai un de mes ex qui, jusqu'aujourd'hui, est persuadé que c'est pas mon frère. Puis il dit, ouais, c'est ton frère parce que tu dis c'est ton frère, mais genre, vous avez eu des bails. J'ai dit, mais non. J'ai dit, mais non, mais pas du tout. Enfin, c'est mon frère. T'imagines toute ta vie, toute ta relation, tu dois tout le temps essayer de justifier un truc que t'as pas fait, mais c'est pour devenir malade, ça, c'est pour rendre les gens malades. On n'a pas le temps pour ça. C'est ça, ça n'a pas fonctionné pour une raison. Ça fait partie des raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné. Mais je te dis les choses clairement. J'ai pas le temps, en fait, de mentir. C'est clair, c'est mon frère, voilà. Bon, il y a pas expliqué, c'est mon frère. Ah ouais, mais il vient dormir chez toi parfois. Oui, il peut dormir chez toi. Parce que c'est mon frère. C'est mon frère. Tu vois, c'est genre, on pourrait dormir dans le même lit comme je pourrais partager un lit avec mes frères. Je partage pas de lit avec mes frères. Mais potentiellement, s'il y a qu'un seul lit de place, là où on est, je dors dans mon coin, il dort dans son coin. Ouais, non, c'est chaud. C'est pas possible. Je dis, mais c'est pas parce que toi, c'est pas possible parce que vous êtes des animaux. Voilà. Parce que toi, t'es un animal, maintenant tu veux projeter ça sur moi. C'est insupportable. Mais ça reste mon frère. Et je le redis aujourd'hui, il ne s'est jamais rien passé. Jamais. Je le dis devant les micros, devant témoins. I've never had sexual relationship. Oui, mais jamais. Vraiment. Et puis en plus, tu sais, comme on a grandi comme frères et sœurs, je trouve ça vraiment bizarre parce que c'est dégoûtant, c'est malsain. Je suis là, je dis, c'est vraiment malsain de penser ça. Mais bon, tu vois, comme tu le dis, toi dans ta tête c'est clair, tu vas te retrouver dans une situation où il y a un inconnu qui débarque dans ton environnement et tu vas devoir te fatiguer, t'épuiser à essayer de le faire rentrer dans ta tête pour qu'il comprenne ce que tu ressens pour l'autre. Non, on ment. Je mens à tout le monde. En tout cas, j'espère vraiment que
quand un homme rentrera dans ta vie, ce sera très clair et tu sauras quoi faire. Franchement. Mais j'espère qu'on t'a apporté de bonnes pistes de réflexion. En tout cas, on t'a aidé à réfléchir encore plus puisqu'on n'est pas d'accord, donc c'est bon. C'est bon. Ouais, signe. tu vois, pour une fois, on n'est pas d'accord. Mais après, peut-être que je te conseillerais juste d'avoir cette conversation justement avec les 2 hommes qui sont concernés aussi. Ça peut être intéressant. Eux, ils veulent gérer le truc aussi. Voilà, parce que si ça se trouve, il y en a un qui va se mettre à genoux, il va dire, mais en fait, moi, dans mon cœur, il y a des choses qui se passent. Oh là 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 là. On sait pas. Révélation. Voilà. Ok, à ton tour, Doudou. Alors, coucou, j'ai 24 ans et j'ai l'impression que le système du travail ne me convient pas du tout. Au début, je me disais que c'était parce que je n'avais pas encore trouvé ma voie professionnelle, mais je me rends compte au fil du temps et des différents jobs que j'ai faits que j'aime juste pas travailler beaucoup. Du coup, j'ai pensé pour l'année prochaine à faire des missions d'intérim de quelques mois et ensuite voyager pour faire une pause, mais j'en sais rien, je suis totalement paumée. Voilà, j'aimerais bien savoir votre avis sur le sujet. En tout cas, merci les filles pour votre podcast. Je me régale à chaque épisode. Plein de gros bisous et courage pour affronter ce monde bancal. Je suis tellement heureuse d'avoir virtuellement fait votre connaissance. Un monde vraiment bancal. Ma chérie, le système du travail nous fait tous défaut, ma chérie. Il nous fait tous défaut, là. Là, on souffre. Je sais pas quoi te dire. Là, pareil, on sera pas... Je pense que Ndaya et moi, on sera pas alignés. On voit le travail... c'est vrai, c'est sûr. On voit le travail différemment. C'est-à-dire que, bon... J'aime juste pas travailler. Oui, je suis d'accord avec toi, ma copine. Je n'aime pas travailler. Je n'aime pas travailler. En fait, c'est pas que j'aime pas travailler. Je n'aime pas le monde corporate. Parce que quand je travaille sur le podcast, ça me dérange pas. Je compte pas les heures et je travaille, y a pas de souci. Mais la vie, je pense que quand elle parle du système du travail qui lui convient pas, je pense qu'on parle de vie corporate. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec elle. La vie corporate, c'est pas fait pour tout le monde. De la même manière que l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde. Okay. Et je peux comprendre sa frustration. Parce que, je te jure, le nombre de fois où je me suis retrouvée dans une salle de réunion, et les gens sont assis, ils sont en train de parler des projections de l'entreprise, ils sont en train de parler de je sais pas quelle étape importante qu'on a franchie, les gens applaudissent, non mais c'est super pour le business, non mais plus de 33% de KIP, de trucs, machin, et tout le monde est content, et moi je suis vraiment en train de me demander, qu'est-ce que je fais là? Genre ça ne déclenche rien en moi, il y a aucune sensation, aucun sentiment, je me demande juste, est-ce qu'il est 17h? Non? Ok. La seule chose qui peut me rendre heureuse, c'est l'heure de la pause ou 17h. Le monde corporate, je ne comprends pas. Jusqu'à aujourd'hui, je sais pas comment j'ai fait pour trouver tous ces jobs. Mais au lieu de te faire déprimer, je vais te donner les quelque chose qui m'aide à supporter ce monde. C'est que déjà de 1, j'ai compris que je prendrais jamais un contrat en CDI. C'est un truc genre je refuse. J'arriverai pas à me voir en fait travailler dans la même boîte m'engager pendant 1 an, 2 ans, 3 ans à travailler, à faire en sorte que cette boîte s'élève et devienne plus grosse, etc. Et même quand on parle de perspective d'évolution de carrière dans une boîte, ça m'a jamais intéressée. C'est juste, je sais pas comment l'expliquer, ça ne me parle pas. Donc je suis toujours restée sur l'idée que j'allais faire des CDD et je pense qu'on en avait parlé dans un épisode où on était en train de se demander c'est à partir de combien de mois au bureau que tu commences à regarder ton CV, à te dire et si j'allais sur monster.fr Moi, je pense que c'est au bout de 2 mois, quoi. Au bout de 2-3 mois, je suis déjà en train de me dire ouh, ça fait trop longtemps que je suis parmi vous, j'ai besoin de changer. Vraiment. Donc, je pourrais te conseiller au moins ça, d'envisager les CDD. Et après, pour trouver ta voie professionnelle, moi, il y avait un truc qui m'avait beaucoup aidé quand j'avais... Je crois que c'est quand j'avais 19 ans. Parce qu'en fait, l'année où j'ai eu mon bac, la flemmarde que je suis, j'avais pas pris le temps de postuler à tous les trucs d'études supérieures. Donc, j'avais passé les délais pour tout. Et tout ce qui me restait, c'était les options faculté. Donc, je me suis retrouvée à aller en fac de lettres pour ne pas rien faire l'année post-bac. Et pendant cette année de fac de lettres, en fait, je me posais les mêmes questions. Je me disais, mais là, on est en train de me demander de faire des études par rapport à la voie professionnelle que j'ai envie de suivre. Et il y avait juste rien qui me parlait spécialement. Le domaine de la communication, ça m'intéressait beaucoup. Après, il y avait tellement de métiers différents
que du coup j'avais un peu regardé ce qui se faisait autour de chez moi, quel genre de formation je pouvais faire autour de la communication, et au final je me suis tournée vers la communication des entreprises en général pour après faire une spécialité en événementiel. Mais ce qui m'avait beaucoup aidé cette année semi-sabbatique, c'est que j'avais fait un test d'orientation professionnelle, pas les tests qu'on te fait faire au lycée ou au collège où on te dit voilà, va faire un BEP truc ou un BTS machin. C'était un truc beaucoup plus précis en fait, où on te fait un test de personnalité. On va te mettre plein de situations données. Le test est assez long, hein. Je pense qu'il dure au moins une bonne demi-heure. On te met plein de situations de la vie et on te demande de choisir la phrase qui s'applique le mieux à ta personnalité. Et ensuite, tu te retrouvais avec des résultats détaillés en fait qui te mettaient des pourcentages par rapport à des domaines dans lesquels tu pourrais travailler, des pourcentages par rapport au genre de personnalité que t'as, si t'es plus extraverti, plus introverti, si t'es plus sociable, moins sociable, est-ce que t'es plus performante dans le fait de résoudre des problèmes, ou est-ce que toi t'es plus une personne qui aime imaginer, se projeter dans l'avenir, et par rapport à toutes ces choses, ils te mettent dans quel domaine tu t'épanouirais le plus. Et pour chaque domaine, ils te mettent aussi le nom des métiers précis dans lesquels tu t'épanouirais aussi. Si je me souviens bien, c'était sur le site de l'étudiant.fr. Je sais pas s'ils le font toujours. Et si c'était pas l'étudiant.fr, c'était... comment il s'appelait ce site ? Studirama. Ok. Ouais, Studirama, ils ont un test d'orientation. Donc, je t'inviterai à aller sur Studirama ou sur l'étudiant et à regarder ça parce que ça m'a beaucoup aidé. Parce que ça m'a rassurée parce que j'étais en train de me dire, je sais pas où est-ce que je vais travailler, je sais pas où est-ce que je vais me sentir épanouie dans ce truc, je ne comprends pas. Ouais. Mais ça m'a donné quelques pistes sur là où je me sentirais moins paumée. Et jusqu'à aujourd'hui, parce que je suis quand même très caméléon dans les choses que je fais, il y a des domaines complètement différents dans lesquels je travaille et souvent je vais voir les résultats parce que j'ai gardé ces résultats, hein. Ça fait plus de 10 ans que je les ai. Je les regarde comme ça par hasard des fois et je me rends compte que mais c'est ouf, hein, parce que je me rends compte que tous les trucs dans lesquels je me suis lancée comme ça par hasard, c'est toujours les trucs où je me retrouvais à plus de 70% ou 80% d'affinité, quoi. C'est vraiment incroyable. Donc tout ça, c'est vraiment intéressant. Et il y avait un truc qui m'avait fait rire jusqu'à aujourd'hui, ça me proposait, je pense que le job où j'avais le meilleur pourcentage, c'était pour travailler dans un laboratoire de recherche. Oh, wow. Avec personne. Toute seule dans mon laboratoire, c'était le job idéal. Il me disait, alors là, madame, vous avez toutes les compétences, vous adorez réfléchir et faire des hypothèses et chercher des solutions. Donc là, je suis en train de faire un podcast alors que peut-être que je suis censée être, je sais pas moi, chercher une solution contre le cancer, tu vois. Peut-être, on ne sait pas. C'était peut-être ça ma voix, peut-être. Mais ouais, franchement, moi, je te conseillerais justement d'alterner mission intérim et voyage. Franchement, c'est l'idéal parce que quand t'es en intérim, je pense que t'es pas en mesure de prendre autant de congés qu'en CDI. Ce qui fait que quand tu quittes ton contrat intérim, tu te retrouves avec plein de primes et ça te permet de voyager un petit temps. Et ensuite, quand tu vois que les poches, elles commencent à se vider, tu retournes sur une autre mission. Et en plus, tu sais, c'est des missions courtes, donc t'as le temps de faire semblant. Tu peux te permettre de faire semblant, d'adorer ce que tu fais, etc. Et puis, t'as même pas le temps de péter les plombs, que c'est déjà fini, tu passes à autre chose, quoi. Moi, c'est ce que je te conseillerais. Le temps de trouver ce qui te parle. Voilà. Moi, je dirais que t'as 24 ans, t'es encore jeune. T'as vraiment le temps de trouver, t'as peut-être pas l'impression de savoir ce que tu veux faire maintenant. Je dirais pas que moi je suis plus du monde corporate, mais moi je vois plus les opportunités dans le travail. C'est-à-dire que je peux rester 1 an, 2 ans, 3 ans dans la même boîte, me donner à fond et essayer d'évoluer potentiellement dans cette boîte. Parce que je suis pas... je m'ennuie vite au travail. Je pense que quand j'ai fait 1 an ou 2 ans sur le même poste, je commence à réfléchir. Je commence à me dire, là, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'avoir un challenge supplémentaire. J'ai beaucoup de mal avec les routines. Donc, les gens qui, par exemple, travaillent dans le même boulot pendant 30-35 ans à faire la même chose, je ne sais pas comment ils font. Moi, je n'arriverai pas. Je ne me contente pas de ce que j'ai, même si ce que j'ai, ça me permet de vivre, de payer mes factures, de pas me plaindre, etc. J'ai toujours besoin d'avoir un challenge.
Mais pour quelqu'un qui sait pas vraiment ce qu'il veut faire, je trouve que c'est pas du tout une mauvaise idée de faire un CDD de 6 mois, de mettre de l'argent de côté, de voyager pendant 3 mois, de revenir, parce que mine de rien, le voyage, ça forme énormément. Ça te permet aussi d'avoir une certaine façon de réfléchir, une flexibilité et une adaptabilité que tu n'aurais pas en restant au même endroit. Je trouve que ça te fait grandir aussi et tu vas apprendre à te connaître. Donc pour moi, je trouve que c'est hyper enrichissant. Et même sur un CV, d'avoir quelqu'un qui a voyagé, pas forcément pour les études, mais ça fait toujours la différence. En disant, tu vois, si tu seras pas le CV qui a mis voyage, tu peux dire, voilà, je suis partie 3 mois en mission humanitaire à tel endroit, j'ai fait telle chose, j'ai fait un mini tour du monde ou des trucs comme ça, et c'est le genre de choses qui peut intéresser les recruteurs parce que ça montre une capacité que d'autres n'auraient pas à s'adapter. Donc ça, je trouve que c'est hyper important. Et t'as le temps de faire carrière, hein. Enfin, et puis, si tu as envie de faire carrière et de trouver une carrière, t'as le temps de trouver ce que t'as envie de faire. Et si t'as pas envie. Comme disait Ndaya, tout le monde n'est pas fait pour le monde du travail en corporate. Tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Y a des gens que ça rassure, hein, d'avoir un boulot corporate où on leur donne des horaires, on leur dit t'arrives à telle heure, tu rentres à telle heure, tu fais telle chose, etc. Il y a des gens que ça angoisse aussi profondément. Faut pas penser que l'entrepreneuriat c'est l'Eldorado parce qu'on a l'impression que tu organises tes horaires de travail comme tu veux. Oui, mais ça veut souvent dire que tu dors pas et que tu travailles 7 jours sur 7. Donc, pour moi, il n'y a rien d'alarmant en fait de ne pas savoir exactement ce que tu veux faire à 24 heures. Au contraire, je trouve ça plutôt bien que tu te poses la question et que tu aies aussi déjà un plan d'action. Parce que ça serait inquiétant si tu étais juste en disant « Ouais, je sais pas ce que je veux faire ». Là, tu te dis « J'aimerais bien faire des CDD, voyager, etc. » Tu vas faire tout ça et tu vas avoir le temps de te rendre compte de ce qui t'anime réellement et ce qui... tu vas te découvrir autrement et tu vas appréhender le monde du travail différemment. Yes. Je pense que j'ai pas grand chose à ajouter, mais si jamais tu as besoin de plus d'informations, plus de détails, on serait ravis de t'en donner, il y a aucun problème. J'ai pas noté ton nom, mais je sais que tu nous as écrit et c'était pas en anonyme, donc on n'hésitera pas à te faire signe. Mais voilà, je te souhaite beaucoup de chance dans ces recherches. Voilà. À mon tour? Yes. Je vais choisir une histoire de friend zone. Alors, je vous fais un résumé rapide. Ça fait, disons, plus de 9 ans que je connais un ami en question. On a partagé nos moments des pires aux plus agréables dans cette vie. Il vivait en Russie et est rentré récemment au pays, sauf que depuis qu'il est là, on s'est rendu compte qu'on a attiré l'un par l'autre. Tombée amoureuse de la personne avec qui j'ai fait tous les faux plans, entre parenthèses, c'est moi qui lui disais comment rompre avec des filles. C'est venu si naturellement, nous deux, et moi je n'ai rien demandé. Donc on se parle franchement de nos sentiments, mais on comprend vite que nos caractères différents vont nous freiner dans un possible couple. Monsieur ne veut pas risquer notre amitié. Moi, je suis moins à fond dedans depuis la révélation. Pour moi, c'était top d'épouser mon meilleur ami. Autre bémol, il s'est mis en couple depuis qu'il est rentré. J'ai compris que notre amitié est finie, mais depuis notre dernière sortie ensemble, je le vois différemment désormais. C'est très triste, mais bon, voilà. Quand je le vois, les sentiments remontent. Je m'attends à des choses venant de lui, mais rien. Après, c'est normal, quand tu es avec ta pote, tu n'as pas forcément envie de l'enlacer. J'ai pris trop les choses à cœur. Voilà, ça me rattrape. Donc, je crois que ça ne peut plus jamais redevenir comme à l'époque. On pouvait se taper des barres. Sauf que lui est trop attaché à notre amitié. Et là même, je suis malade, il m'appelle et moi, je ne prends pas les appels. Je veux juste m'éloigner. Est-ce que je dois lui dire que je l'aime? Je pense qu'un jour, je vais lui lâcher ça et fuir. Voilà, c'est la fin de la question. Lâcher ça et fuir, j'aurais trop été capable. Comme une gamine. Moi, j'ai envie de dire dis et puis après... Et puis pars en courant. Tu peux même juste envoyer une note vocale et c'est bon, quoi. Non, mais vraiment, genre, vous êtes ensemble, vous avez eu un date amical, et au moment où vous vous dites au revoir, tu lui fais la bise et tu dis « En fait, je t'aime !» Puis tu cours dans la bouche de métro. Non, mais en fait, je trouve ça un peu triste parce qu'elle elle a l'air très attachée. Le gars, il a une go, mais en même temps, elle sent que les choses ont changé l'un à l'autre.
tu sais, parfois, il y a des hommes, ils aiment pas rester seuls, hein. Donc, ils se mettent dans des trucs pour pas rester seuls en attendant que la vraie chose se présente. Mais il y en a certains qui sont dans des situations comme ça qui durent depuis plus de 30 ans. Donc, je sais pas si alors, tu l'aimes parce réellement. que là, pour les besoins de l'épisode, j'ai abrégé son message, mais en effet, elle avait dit en plus que lui-même, il a regretté de s'être mis en couple. Donc, clairement, c'est pas important le fait qu'ils soient en couple. Ça change rien à la situation. Moi, je pense qu'elle devrait lui dire et être honnête, parce que sinon, ça veut dire que j'ai partagé un réel comme ça cette semaine. Où en fait on voit un gars et une go, ils prennent des photos, et le truc c'était quand tu mets pas tes intentions, quand tes intentions ne sont pas claires. Donc tu les vois, ils sont à deux en photo, et la dernière image, ils sont à 3, et elle, c'est son mariage, et lui, il est assis par terre. Ben voilà. Il est par terre, genre, vive les mariés, ok. Vive les mariés. En effet, soyez clairs. Moi, je pense que si tes sentiments sont sincères pour cette personne, tu devrais lui en parler. Tu devrais lui dire clairement, etc. Lui, il va gérer sa situation de son côté, ou alors il va te dire que pour lui, tu ne seras jamais plus qu'une amie, mais au moins ce sera clair. Et là, vous allez reconstruire une vraie relation d'amitié, ou pas, ou tu sauras. Pas, parce qu'elle a déjà dit que quelque chose s'est brisé, en fait. Donc moi, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, il faut à tout prix le dire, parce que comme elle l'a expliqué, la dernière fois qu'ils se sont vus, elle a senti que c'était différent. Si vous n'arrivez même plus à voir ce qui était ce que vous aviez à la base, ben autant mettre les choses vraiment au clair et potentiellement même essayer de se mettre en couple, parce que là, si j'ai bien compris, elle a dit on parle de nos sentiments, mais nos caractères différents vont nous freiner. Ça, c'est ce que vous pensez, mais vous n'êtes pas encore mis en couple, vous savez pas. Et vous avez réussi à rester amis pendant toutes ces années avec vos caractères différents. Il y a des gens qui ont réussi, qui sont vraiment des yin et des yang dans leur couple, donc je vois pas en quoi c'est un problème. Si déjà en tant qu'amis vous arrivez à fonctionner avec vos caractères différents, l'amour c'est juste des bisous en plus, hein. Enfin, franchement, c'est que du bénéf en fait. Il y a d'autres choses, mais si déjà la base de l'amitié elle est assurée, que vous arrivez à parler quand vous êtes en désaccord et que vous arrivez à échanger et à être amis, enfin, c'est ça. Soyez amis jusqu'au bout. C'est ça, parce que là, en fait, surtout que dans ce cas précis, c'est pas une amitié récente. Ça fait 9 ans que ces gens se connaissent. 9 ans. Qu'est-ce qui vous empêche d'essayer le tout pour le tout, tu vois? Parce que là, tu sens déjà qu'il y a quelque chose qui est brisé. Et ben, quitte à ce que l'amitié elle soit brisée, viens, on essaye jusqu'au bout, on se met en couple. Tu sais, on dit tout le temps, aimons-nous vivants. On va pas rester là avec des sensations d'inachevé partout comme ça. Pour moi, il faut vraiment tenter le truc jusqu'au bout. Et puis même pas forcément juste de se mettre en couple, mais tu vois, un truc tout bête. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'avais une de mes cousines en Belgique qui m'a dit, il faut que je te présente un gars. Franchement, je vous vois trop bien en couple. En fait, je pense que ça marcherait trop entre vous. Et donc, quand je l'ai rencontré, je pense que je suis partie quelque temps en Belgique et tout pendant des vacances. Et on a passé quasiment tout l'été ensemble. Okay. Tout l'été ensemble. J'ai fait la touriste de la Belgique. C'est lui qui m'a fait découvrir Bruxelles, etc. On n'a jamais été un couple. Tu vois, genre les gens nous ont présenté en mode vous allez faire un super couple, et nous on se regardait genre c'est bizarre. Et je me rappelle même un jour, genre on s'est forcé, on a dit c'est quoi, pour être sûr qu'on n'est pas un couple, viens on essaye, on s'embrasse. Mais on a explosé de rire, Néné, tu vois, genre au moins c'est clair, au moins c'était clair, on s'est dit ok, c'était vraiment les gens qui étaient en train de nous hyper, de nous dire que ça allait être quelque chose, mais nous on avait tout de suite compris en fait. La première fois que je l'ai vu, j'avais pas eu la sensation qu'on était dans un date, on s'est vraiment bien entendu, on a rigolé, etc. Il me racontait ses histoires, je lui racontais d'autres histoires, et c'était toujours comme ça en fait. Et le jour où on a dit vas-y on essaye de se faire un bisou comme les Belges disent, on s'est fait un smack. C'était le smack le plus amical que j'ai eu de ma vie. Et c'était très clair. Donc franchement, je me demande en fait dans son cas, tu vois, est-ce qu'ils se sont déjà ne serait-ce que fait un bisou, un petit bisou, parce qu'un bisou ça révèle des choses, hein. C'est vrai. Si juste franchement si tu l'embrasses et il y a une petite étincelle, il y a un truc, bah tu sais déjà que c'est mort, vous êtes plus des amis en fait. C'est pas la peine d'essayer. Vous n'êtes pas des amis. Mais si tu penses toutes ces choses et que t'as rien essayé, si ça se trouve, tu vas l'embrasser et tu vas te dire, oh là là, je sais pas pourquoi j'ai imaginé tout ça. On n'est pas du tout à cette étape-là de nos vies. Excuse-moi, c'est bon, tu vois, je reviens à ma place. Excuse-moi, j'ai complètement déliré. Ça se trouve, c'est ça qui va se passer. Je suis tout à fait d'accord.
Ouais. Après, je peux comprendre, hein. Je suis en train de simplifier les choses et de dire, bah alors dis-lui, mais non, c'est pas facile. De se dire que tu connais une personne depuis 9 ans et tu te mets devant elle et lui dire, en fait, je pense que je suis amoureuse, qu'est-ce qu'on fait, etc. Je pensais que j'allais arriver à passer outre, mais je n'y arrive pas. Il peut, de son côté, il peut te donner tout et n'importe quoi comme réponse, en fait. Il y a tellement de scénars à se faire dans la tête. Il peut se dire, mais pourquoi t'as tout gâché? Purée, on s'entendait trop bien, tu fais chier. Ou alors il va dire, j'attendais que ça. Ou, enfin, peu importe. Mais je trouve que c'est encore plus une torture de rester là et de se demander, à chaque fois que vous vous voyez ou vous parlez, est-ce que c'est juste de l'amitié? Ou est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est truc? C'est horrible. Franchement, c'est horrible d'être dans cette situation-là. C'est beaucoup trop compliqué pour pas grand-chose. Franchement, c'est vraiment beaucoup trop compliqué pour vraiment pas grand-chose. Ça ne nécessite pas autant de complications. Et surtout, et moi j'insiste là-dessus, c'est parce que vous êtes amis, en fait. Ouais. C'est surtout ça. Si vous êtes amis, c'est pas si compliqué. Enfin, c'est pas que c'est pas compliqué, parce que une relation, quand tu la modifies, c'est toujours mieux ou moins bien. Mais au moins, vous allez quelque part. Ouais, mais j'insisterai vraiment sur le point qu'il faut garder en tête que si tu déclares ta flamme, c'est dramatique, mais je le dis, si tu déclares ta flamme, tu ne vas rien gâcher, en fait. Parce que toi-même, t'as déjà senti que vous avez pris un tournant dans cette relation. Donc, il y a rien, en soi, il y a rien à perdre. La relation est déjà un peu bizarre maintenant. Donc, t'as vraiment rien à perdre à sauter le pas et à lui dire clairement les choses. Et puis, tu peux sauter le pas, lui dire les choses et il se passe rien derrière. Hein. Effectivement. Mais au moins, cette histoire, elle sera réglée et tu pourras passer à autre chose. Et potentiellement toi-même trouver un autre partenaire, parce qu'apparemment pour lui c'est pas un problème. C'est pas un problème. Le gars il a quitté la Russie, il est arrivé ici, boum, il avait déjà quelqu'un. C'est incroyable. Il a dit c'est bon, j'ai rencontré quelqu'un. Ah, je te jure, c'est incroyable. Ouais, moi c'est ce que je te recommanderais, franchement. Aimons-nous vivants. Les non-dits, tout ça, ça suffit. Il faut sortir des choses. On a plus 16 ans, on se dit les choses comme des adultes. Exactement. Voilà. On va rester sur la même veine à peu près. Des histoires de la distance, l'amour. La distance, la complication, je sais pas. Version courte. Il y a 2 ans, pendant un confinement, j'ai fait connaissance avec un mec, un Congolais qui vit au Canada. De base, il n'était pas en haut du... Mais madame, bois de l'eau. J'ai dit une phrase. C'est compliqué, ça commence bien. J'ai dit une phrase. De base, il n'était pas en haut du top, mais on se parlait bien de fil en aiguille, on échange les numéros, on se FaceTime. J'ai horreur de ça, mais je sais pas, c'est passé tout seul. On a parlé pendant 2 heures, je crois. Donc, on rentre dans le truc, on commence à se parler tout le temps, malgré le décalage horaire. Après, bon, moi, j'ai jamais dit qu'on était en couple, parce qu'on peut pas être en couple avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Mais honnêtement, je pense qu'il y avait des sentiments de part et d'autre. Après, tu connais ta pote, le mec est loin, je suis pas avec lui, donc j'ai fait le papillon, j'avais un autre bise ici, tout ça. Mais c'était vite fait, juste l'été, puis lui aussi est parti à l'étranger, donc bref. Pour revenir aux Canadiens, même délire, on aime la même musique, on a les mêmes valeurs, il est de la même ethnie que mon côté paternel, en vrai ça match de ouf. Mais c'est très important tout ça. Tout ça, le contexte c'est important. Mais je pense que c'est l'éloignement qui a gâté. On a commencé à s'embrouiller pour des conneries. Moi, je suis une hater, donc je l'ignorais. Il me voyait avec des potes mecs en story, jalousie, etc., etc. Après, l'an dernier, j'ai voulu aller le voir au moment où je suis partie à Abidjan, mais il faisait le mec de spi, donc je me suis dit, j'ai besoin de voyager, je m'en vais à Babi, tant pis pour lui. J'ai arrêté de lui parler, le temps est passé vite, au bout de 2 mois, je crois, un événement m'a rappelé que la vie est courte et je suis retournée lui parler parce qu'en vrai, il me manquait de ouf. On s'est reparlé normal, mais je pense que dans sa tête, il a commencé à mettre de la distance, il me faisait galérer, genre pour m'appeler et tout. À un moment, on s'est embrouillé pour une connerie et je ne saurais plus te dire quoi et je voulais qu'on s'appelle pour en parler. Pareil, il m'a fait galérer. Ensuite, en janvier 2023, j'ai perdu mon oncle proche. J'étais hyper mal parce que c'était ma figure paternelle depuis que j'ai perdu mon papa. Donc, je lui ai expliqué et franchement, il a grave fait attention à moi, savoir comment j'allais et tout. Mais, à un moment donné, il m'a envoyé un message de merde du style « J'ai des trucs à gérer, je serai pas dispo pour une durée indéterminée. » I was like, ok. Et du coup, j'ai pas répondu, j'étais encore en plein deuil et tout. J'étais vraiment pas en capacité de gérer ce message. Pour te dire, j'ai même pas pleuré, j'ai occulté le truc. Peut-être qu'il s'est dit que je le prenais pour un jouet ou il était préoccupé par autre chose. J'ai su après
qu'il essayait de changer de taf depuis 1 an et il a eu le poste qu'il voulait en janvier. La question, c'est est-ce que je vais au Canada et j'appelle mon crush ou je ferme le livre pour de bon? Franchement, pour répondre vraiment rapidement, parce que moi, je suis spécialiste. Regarde, on est bientôt dans la saison des téléfilms de Noël. J'ai envie de dire, si t'as l'argent, là, prends ton billet. Prends ton billet, saute dans l'avion tout de suite, là. Et pars nous faire un téléfilm de Noël. Franchement. Franchement, pour moi, il n'y a aucun doute que ces deux-là, il y a quelque chose, quoi. Il y a un truc. Moi, ce qui m'a achevé, c'est... En plus, il est de la même ethnie que mon côté paternel. Je dis, quand tu commences à dire qui réfléchit déjà, qui réfléchit aux alliances ethniques. Quand tu commences à donner ce genre d'informations, tu te dis, bon, toi, t'es réfléchi plus loin que juste copain-copine. Mais bon, ça, ce n'est que notre lecture du sujet. Ah, voilà. Mais ouais, moi, j'aurais dit, avant de fermer un truc, je suis peut-être une jusqu'au boutiste, mais prends ton billet d'avion, assieds-toi. Assieds-toi, tu l'assois, vous discutez et vous saurez vraiment. Après, je pense que sur certains aspects, tu nous l'as raconté en bref, je pense qu'il y a eu un peu de maladresse de son côté et peut-être du tien aussi. Après, clairement, il y a des épreuves de la vie, mais en même temps, c'est aussi s'apprendre dans les épreuves de les épreuves de la vie. Tu as mal pris le fait qu'il t'ait dit qu'il ne soit pas dispo pour une durée indéterminée, mais est-ce que tu aurais préféré qu'il te ghoste tout simplement sans te prévenir? Ça, c'est une question que j'ai envie de te poser. Parce que pour moi, ça, c'est quand même un signe de maturité. Même si ça peut paraître un peu brusque, oui. Un peu brusque, mais je préfère une personne qui me dise, écoute, là, j'ai des trucs à gérer, je serai pas vraiment dispo. Alors, sachant que vous parliez tous les jours, vous faisiez le décalage horaire. Moi, je m'amuse pas au décalage horaire avec quelqu'un comme ça, hein. Je sais pas. Quelqu'un de lambda, franchement. C'est vrai, c'est brusque, mais ça reste une attention. D'avoir fait au moins l'effort de verbaliser ça. C'est ça, il était là quand t'as perdu ton oncle, il a fait attention, etc. Donc, j'ai envie de dire que c'est pas juste une affaire de copain-copine, que ce serait dommage de fermer le livre sans avoir... ne serait-ce que passer une semaine ensemble pour pouvoir se dire les choses. Et madame... Surtout que ça fait 2 ans qu'ils se parlent. C'est ça. Quand on est fâché contre quelqu'un, on part pas à Abidjan. C'est pas là-bas qu'il faut aller. Ça devrait être un proverbe. Ça devrait vraiment être un proverbe. Bon, la parenthèse est fermée. Mais va au bout du truc, je pense. Va au Canada. Mais carrément. Franchement, moi j'ai lu ça et je me suis dit c'est tellement clair qu'ils sont en train de se piquer là comme des jeunes amoureux, des petits tourtereaux là. Oui. Ils font la danse. Franchement, les histoires de il m'a fait des jalousies sur mes stories, etc. Tu vois, ça nous renvoie à notre première question. Comment savoir qui l'a intéressé? Il fait des grandes jalousies sur tes stories, tout ça, alors que vous êtes même pas encore vus en vrai. Allez vous voir en vrai. Moi, je suis une gamine. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est je prends l'avion. Je dis même pas que je prends l'avion. Maintenant, j'arrive dans sa ville et quand on se voit, je fais comme les gamins, je mets des petits coups de poing sur l'épaule. Bah alors. Tu parles pas? Alors, quand on était sur un stade, tu parles pas? Bah alors? Non, moi, je dis quand même que j'arrive parce que tu veux pas te retrouver face à des choses auxquelles tu veux pas te retrouver. Moi, je veux pas de mauvaises surprises. T'arrives là, tu vois, tu tombes nez à nez avec quelqu'un d'autre, mais en fait, ça n'a rien à voir, mais t'es déjà en train de te faire des films, tu vois, des situations un peu complexes. Je préfère arriver dans un terrain... Ça me rappelle un épisode dans 19 Days Fiancé. Il y a une dame, elle a traversé l'Atlantique pour retrouver un gars qu'elle aimait bien. Elle savait qu'il était en couple. Elle a toqué à la porte, elle a dit « I'm back ». Tu vois les couilles qu'il faut pour faire ça? Elle a dit « J'en ai rien à faire, c'est mignon toute cette histoire-là que t'as en place ». Elle a dit « Moi, je suis rentrée. Tu sais que c'est moi. » C'est bon, c'est moi. C'était incroyable. T'as besoin de rien d'autre. Et je pense qu'ils se sont mis ensemble en plus au final. Hein. Ouais, c'était vraiment incroyable cette histoire. Ouais, donc, et puis tu sais, peut-être tu peux tomber nez à nez avec une autre fille, mais cette autre fille, ça peut être sa cousine, mais tu l'as jamais rencontrée, donc tu vas commencer à partir en pleurs dans les escaliers, dans la neige, tu seras là en train de renifler ta morve, tu te seras mis dans un état pas possible pour pas grand-chose. C'est ça. Peut-être que c'est juste un bord et que tu t'en fiches. Tu vois, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ouais.
Ouais. Non, je comprends tout à fait. Franchement, pour moi, il faut explorer le truc jusqu'au bout. Mais vraiment jusqu'au bout. Parce que là, il y a trop de choses, on ne sait pas en fait. Tu l'as même pas encore vu en vrai, donc tu sais pas je sais pas quand tu mets des talons, il arrive à quel niveau, est-ce qu'il est assez grand, est-ce que tu supportes son odeur? Je sais pas, son odeur, est-ce qu'il a une bonne dentition, je sais pas parce qu'il y a des choses que tu ne vois pas de la même manière quand vous parlez au téléphone. À la caméra. Est-ce qu'il met de la crème, est-ce qu'il met bien la crème, on sait pas. On ne sait pas. En plus, sur FaceTime, tu peux faire beaucoup de choses. Peut-être vous vous appelez, toi, t'as un dragon, lui, c'est une souris. On ne sait pas ce qui se passe derrière les masques. On ne sait pas. On ne sait pas. Aucune idée. Donc, ne serait-ce que vivre 7 jours comme ça, là, ensemble, vous entendre parler, là, côte à côte, partager les auras, c'est trop important. C'est trop important. Et peut-être que tu vas rentrer et te dire, bah, écoute, au mieux, je rentre, j'ai un gars. Au pire, je rentre et j'aurais passé 7 jours au Canada, quoi. Enfin, et puis, même voir comment sa réaction au fait que tu lui dises, au fait, je pense venir au Canada, j'ai regardé, je peux être là de telle date à telle date, t'es dispo? Voir comment il va réagir. S'il commence à chercher trop d'excuses pour que tu ne viennes pas, ça veut dire aussi quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est vrai, ça t'économisera un billet, tout à fait. Et là, comme moi, je suis dans l'esprit des téléfilms de Noël, je prends le billet d'abord parce qu'apparemment, tout le monde a l'argent pour faire ça. Oui, et comme t'as dit, si ça va pas, bah, tu peux aller à Babi. Je pense que c'est les mêmes prix en plus, hein. Aller à Babi, aller au Canada, là. Dépendamment de où tu vas au Canada. Ouais. Mais vraiment, non, mais c'est vraiment un truc, tu vois, je me dis, dans ce cas précis, vous avez gâché 2 ans. Parce que vous avez commencé pendant le confinement. Pendant le confinement, ok, vous pouvez pas vous voir en physique, je comprends. Mais pour moi, une fois que le confinement était terminé, le premier souci, ça devait être comment on fait pour se voir. Comment on fait pour se voir maintenant, là. Tu aimes trop l'amour. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est trop vrai. Naya, elle, vraiment, son cœur, il bat le lendemain. Mon cœur, il bat, genre, je n'arrive plus à respirer, l'air est lourd, etc. Il faut qu'on se voit. Il faut vraiment qu'on se voit. C'est très grave. Donc, pour moi, là, franchement, pour moi, vous perdez du temps. Parce que tout ce temps où vous êtes en train de tergiverser, là, à vous bouder dans les stories, etc., c'est du temps qu'il peut prendre, enfin, c'est du temps qu'il peut utiliser pour t'oublier. Parce que c'est ça que tu veux. Ou c'est du temps pour s'assurer qu'on est en train de faire la bonne chose. Tout ne doit pas aller vite. 2 ans dans une vie, c'est pas vite, justement, oui. C'est pas grand-chose. Tout ce temps où ils sont en train de se disputer, etc., pour moi, ça sert à rien. Tu vois. Oui. Tout ne doit pas aller vite, mais là, pour moi, c'est une perte de temps, c'est tout ce temps. Des épices dans son truc. Voilà. Elle s'est dit, oh, wow, ça m'a piqué, ça m'a énervé. Après, ils vont se dire, ah, tu te souviens, t'étais fâchée, t'es partie à Babi. Parce que tu vois, regarde, là, elle va partir. Ils vont se retrouver, ça va bien se passer. Encore mieux, moi j'aurais kiffé qu'elle arrive à Babi, boum, elle tombe sur le gars là-bas à Babi. Il dit, comme t'as dit tu partais à Babi dans tes stories, je suis venue. Il y a quoi maintenant? Vraiment, ça aurait été trop cool. Le 15 octobre avec impatience, parce que les films de Noël reviennent le 15 octobre. C'est un autre sujet, c'est beaucoup trop tôt. Je te jure, beaucoup trop tôt. Ouais. Ça commence à partir du 15 octobre. Donc, merde, je regarde dans l'ambiance Halloween et après je me mets là-dedans, t'inquiète. Elle va nous faire tous les films. Elle dit, en fait, Joey était parti reprendre la librairie de son père. Quand il est arrivé, Clara était là, en train de nettoyer. Aïe, aïe, aïe. Laisse. On va s'amuser. En tout cas, on va bien s'amuser. Mais non, moi, je pense que les signes sont là pour montrer Enfin, tous les signes sont là, tous les signes montrent qu'il a de l'intérêt pour toi. Donc, faut pas négliger ça. En tout cas, si t'as eu assez d'énergie dans cette histoire pour nous écrire et demander conseil, c'est que ça te dérange à un moment quand même, quoi. Voilà. Ouais. Va au bout. Tirons ça au clair. J'ai l'impression que c'est la 10e fois que je dis ça, mais aimons-nous vivants! Oh. Dis-nous, hein, si vraiment. Et si vous vous mariez, nous, on peut être maître des cérémonies, hein. On sait faire. Moi, je veux trop être, tu sais, genre une petite fée, là, au mariage. Et dire, pour rappel, dans l'épisode du thé noir, nous avions parlé de... Je serai la fée du mariage. Conseils. Voilà. Maintenant, regardez-vous nos petits-enfants. Regardez, charmante personne. Franchement, ouais, donne-nous un update, ça nous ferait trop plaisir. Trop plaisir. Ok. Question suivante. Je vis une situation où j'ai l'impression que Dieu me fait vivre une épreuve insurmontable. Entre la maladie, le travail et ma situation amoureuse, je suis perdue. Je cherche le réconfort, le pardon et surtout la paix.
Voilà, donc là, on a une question complètement liée à la foi. J'ai envie de commencer par dire que tu n'es pas seule. Tout le monde traverse une crise de foi, clairement. À un moment donné, il t'arrive toujours certains problèmes ou certaines épreuves qui font que tu lèves les yeux au ciel et tu te demandes mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu m'as abandonné? Qu'est-ce qui se passe? Comment je surmonte ça? Donc, je commencerai par là, par dire que tu n'es clairement pas seule. Et après, c'est ce que j'ai trouvé trop fou comme timing, c'est que j'étais en train de lire un truc. J'étais en train de lire un truc sur l'islam. Et c'était une fille qui demandait conseil, qui demandait des textes, etc., des conseils sur comment surmonter un moment difficile. Mais je pense qu'elle traversait un deuil ou quelque chose comme ça. Et il y a une personne qui lui disait que dans l'islam, on disait que les compagnons, en fait, quand ils n'avaient aucune épreuve dans leur vie, quand tout se passait bien, ils étaient tristes et ils se demandaient pourquoi Dieu les avait oubliés. Parce que dans leur tête, chaque épreuve était faite pour leur permettre d'évoluer, de devenir de meilleures personnes et de renforcer leur foi, en fait. Et donc, je trouvais ça intéressant, en fait, de voir les choses dans ce sens-là, en fait. Plutôt que de se dire à chaque fois qu'il y a une épreuve, c'est forcément que j'ai fait quelque chose de mal et je suis en train de vivre une punition. Je dis pas que ça n'arrive pas, hein. Je pense que parfois on subit des punitions. Je pense que clairement, parfois on subit des punitions, mais je trouvais ça intéressant, en fait, de voir ce côté-là où les gens sont tellement convaincus dans leur foi, qu'ils savent que même quand une épreuve arrive, c'est parce qu'il y a quelque chose de positif qui t'attend derrière, en fait. Ouais. Et après, je sais que ce qui m'embête, en fait, quand j'ai ce genre de conversation, en fait, c'est que je me mets à la place de la personne qui est éprouvée. C'est que on peut te donner toutes les citations, etc., toutes les phrases positives que tu veux, mais c'est dur, tu vois, d'enlever ce sentiment où tu te sens complètement t'es à la ramasse, quoi, tu te sens perdu. C'est dur de se dire que tu vas entendre juste une petite citation et ça va aller mieux, tu vois. Et limite, j'ai envie de dire que c'est trop facile. C'est trop facile, en fait, de se dire à chaque fois que y a un problème, il va être résolu et c'est forcément pour un plus grand dessein, etc. Parfois, je pense aussi que tu vis des épreuves et c'est juste, tu les subis, quoi. C'est partie de la vie et il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qui sont négatives et on subit, on essaye de pas sombrer et on essaye de rester, de se concentrer tout le temps sur qu'est-ce qui m'attend après, en espérant que ce qui t'attend après, c'est quelque chose de positif. Donc, je sais pas trop quel conseil donner, à part de ne pas perdre la foi. Je pense que ce serait la chose la plus simple à faire, tu vois, de perdre la foi dès que les choses se compliquent. Parce que ta vie ne peut pas être tout le temps rose, il y a des saisons pour tout. Mais voilà, mon premier conseil, ce serait de pas perdre la foi. Toi, qu'est-ce que t'ajouterais, Néné? En fait, moi, je dirais que parfois, on a l'impression qu'on est au bout, mais c'est juste... alors, c'est très cliché comme phrase, mais c'est... tout devient très sombre avant de voir la lumière. Je dirais que c'est cette sensation d'être perdu, je pense que c'est aussi, comme tu dis, une crise de foi, mais qu'aussi rien n'est insurmontable et que comment je dirais, on dit, enfin, parce que moi je suis croyante aussi, ce qu'on m'a toujours dit, c'est que Dieu ne te donne pas d'épreuves que tu n'es pas capable de surmonter ou s'il n'est pas capable de t'accompagner pour surmonter cette épreuve. Donc, chacun subit des choses à la hauteur de ce qu'il est capable de supporter. Donc, moi, je reste convaincue de ça. On ne peut pas aussi tout gérer en même temps et je pense que quand on a aussi une sensation de trop, que c'est toujours bien d'avoir quelqu'un pour t'accompagner, que ce soit un professionnel, un ami, un membre de la famille. Mais que dans ces moments-là, il est important de demander de l'aide et de pouvoir déverser quelque part parce que c'est quand tu te sens... surtout pas s'isoler. Ouais, c'est ça. Quand tu te sens accablé, c'est là où tu penses à des choses où ça peut aussi te tétaniser en fait. Et
Et voilà, je dirais qu'il faut... c'est facile à dire, hein, parce que quand t'es pas dans une situation où t'as l'impression que tout te tombe dessus et que rien ne fait de sens, c'est facile de dire, prends les choses une par une, pense au travail, qu'est-ce que tu peux faire, ta situation amoureuse, qu'est-ce que tu peux faire, la maladie, qu'est-ce que tu peux faire. Quand tout arrive en même temps, tu sais pas par où commencer. C'est ça. Mais je dirais qu'il faut commencer par quelque part, choisir ce par quoi on commence et ne pas s'isoler. Et de toujours, si tu crois fermement en Dieu, de toujours continuer de parler à Dieu, de t'adresser à lui, il t'apportera forcément les réponses dont tu as besoin et que tu attends. Ce ne sera peut-être pas le timing que tu souhaites, mais ça arrivera. Et je le répète, c'est chacun a des épreuves à la hauteur de ce qu'il peut supporter. C'est ça. Après, on n'a pas beaucoup de précisions par rapport aux problèmes auxquels tu fais face en ce moment. S'il s'agit de la maladie, j'espère pour toi que c'est pas une maladie grave, mais si jamais c'était le cas, j'imagine qu'un diagnostic a été fait, tu vas parler avec des professionnels, mais tu as aussi la possibilité de rejoindre certains forums avec d'autres personnes qui vivent la même chose que toi. Ça peut aider grandement par rapport à ça. Le travail, je pense que là-dessus, je suis pas la personne la mieux à même pour t'aider. Pour les situations amoureuses, pareil, je pense que tu peux trouver des personnes avec qui en discuter. S'il n'y a pas forcément de personnes dans ton entourage, essayer de trouver des groupes dans lesquels on en parle, quelque chose peu importe, mais quelque chose qui pourra te donner une piste à explorer en fait dans ce que tu penses qui ne va pas. Après, il y a un truc qu'on adore faire, je pense qu'on est d'accord là-dessus, Néné, c'est écrire. Ouais. Moi, il y a des moments où quand je me sens vraiment dos au mur et que je sais plus où aller, je me pose et j'écris littéralement tout ce qui me passe par la tête. Et parfois c'est dramatique parce que j'écris et au moment même où j'écris, je me rends compte à quel point c'est ridicule et je peux passer à autre chose. Ouais. Mais quand c'est grave, je l'écris et le fait d'écrire déjà, ça me fait réfléchir à comment je peux régler mes problèmes et où est-ce que je peux agir dès maintenant. Parce qu'il y a certaines situations, des fois, on déprime parce qu'on se rend compte en fait du travail que ça va représenter et du temps que ça va représenter pour en sortir. Mais il y a d'autres situations où tu peux vraiment fonctionner étape par étape, tu vois. Je sais pas, la situation amoureuse par exemple, ça va pas. OK, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que toi tu considères comme inefficace dans ta situation amoureuse là qui pose problème? De vraiment mettre des mots sur tout en fait et réfléchir vraiment problème par problème et se dire si ça va pas, c'est pourquoi. Limite tu deviens enquêteur de ta propre vie en fait. C'est comme tu l'as dit, t'es perdu, tu cherches le réconfort, le pardon et la paix. Je pense que pour trouver la paix, il faut voir où sont les problèmes et il faut voir quelle est la source des problèmes et comment les régler. Donc ça va être difficile, mais il faut vraiment se concentrer sur l'après, tu vois, tout en se concentrer sur mais quand je serai de l'autre côté, ça me fera vraiment du bien. Ça me fera vraiment, vraiment du bien. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, je m'étais mise à faire de la thérapie. C'est que pendant un temps, moi, j'étais en train de faire vraiment, de spiraler sur tout le négatif. Et je passais mon temps à écrire ces choses, etc. Et je me disais, mais en fait, tant que je parlerai pas à un professionnel, j'arriverai pas à trouver les outils moi-même, en fait. Pour ma part, c'est ce qui m'a aidé. Je sais que tout le monde n'est pas forcément fan de la thérapie, mais pour ma part, ça m'a aidé parce que je me disais, j'étais là, j'en parlais avec une amie proche, j'en parlais avec mon mari, mais ils étaient pas à même en fait, ils étaient à même de comprendre ce que je ressentais, de m'entendre et de dire, ah oui, je suis vraiment désolée pour toi, etc. Mais ils s'étaient pas équipés pour m'aider à passer outre, tu vois. Et ça me frustrait beaucoup de me dire que j'allais devoir me poser devant un inconnu et commencer à vider mon sac comme ça et ça me stressait parce que je me disais mais non, ça va être tellement long et qu'est-ce qui me garantit qu'il y aura des résultats, etc. Et je me suis dit tu vois, là tu recommences encore à être négative, reste dans le positif, vraiment de rester dans le positif. Et je me disais tout le temps, une fois que je l'aurai fait, je sais que je serai dans une meilleure situation. Tout sera pas forcément réglé, mais je sais que ça ira déjà mieux. Et au final, étant de l'autre côté, je sais que tout n'est pas parfait, mais je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente d'avoir mis au moins 7 choses en place. J'ai encore beaucoup d'autres choses à mettre en place, mais ça est partie de la vie, tu vois. Je sais que
c'est pas arrivé là à 34 ou 35 ans que je vais me dire ça y est, j'ai réglé tous mes problèmes, je vis maintenant une vie paisible sans tracas. Non, Sans je sais que tracas. voilà, je sais qu'il y en aura d'autres, mais je serai mieux équipée. Je serai mieux équipée pour les surmonter et je serai pas prête à m'effondrer en fait au moindre problème. Donc il faut trouver quelle est cette chose en fait qui te permettra en fait de passer de l'autre côté. Donc ouais, je te souhaite beaucoup de courage là-dedans et n'hésite pas à nous envoyer d'autres questions si tu veux parler plus en détail de ta situation ou si tu veux avoir je sais pas, peut-être plus d'informations sur un point précis. On est là, tu peux toujours nous réécrire parce que cette question était venue en anonyme, donc tu peux nous écrire à nouveau en anonyme. Je sais que sur l'appli anonyme où on peut nous écrire, on peut juste nous écrire des petits textes. Donc c'est pas un problème de l'écrire en plusieurs messages. On le verra, de toute façon, ça arrivera dans un ordre. Donc voilà. Ouais. C'est tout pour moi. C'est pour toi. On va passer à un sujet des préférés. Ouais, je sais pas si c'est préféré. Alors, je sais pas si c'est une question problématique ou pas. Je sais pas. Tout ce suspense. Alors pour le contexte, le contexte, cette question, on l'a reçue sur Twitter et la personne après m'avoir envoyé la question m'a dit, elle m'a dit quoi ? Elle m'a dit c'est pas pertinent et j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Question d'un homme cis blanc hétéro. Que pensez-vous du racisme anti-blanc ? Je te jure, quand j'ai vu la question, j'ai explosé de rire. Je me suis dit... Je sais pas. En fait, j'ai trouvé ça tellement drôle. Parce que déjà, de 1, pour répondre à la question, je n'en pense rien. Parce qu'il n'y a aucun jour dans ma vie où je me lève et je pense au racisme anti-blanc. Exactement. En fait, je ne sais pas quoi répondre. Je suis un peu perplexe là. Je sais pas quoi dire. Je l'ai quand même mis dans la liste des questions auxquelles on va répondre parce que je voulais vraiment insister sur le fait que c'est hilarant comment le gars est venu pour dire « Hello, je suis un homme cis blanc het ». Je voulais dire, genre, tu sais que ta place n'est pas ici. Et tu ressens le besoin, tu ressentais le besoin de nous partager ça, là, ici. Et après, il me dit, c'est pas pertinent. Non, mais honnêtement, je sais pas quoi dire. Franchement. Je ne pense pas au racisme anti-blanc. Je me concentre sur le racisme qui me concerne, qui est bien assez. Ouais. Je me concentre sur la misogynie qui me concerne, c'est bien assez. Je me concentre sur... je sais pas, sur le fait que les féminicides existent et que ils ont augmenté d'une façon exponentielle, j'ai l'impression, ces derniers mois. Et que voilà, je sais pas, je me concentre d'être une femme dans cette société et au fait de survivre. On fait comme on peut. Et si jamais on a le temps, on pensera au racisme anti-blanc, ok? Voilà, enfin, ça peut être très égoïste, mais je me concentre sur des sujets qui me concernent. J'ai peu d'avis sur des choses qui ne me concernent pas. Pour être tout à fait honnête avec vous, la politique, j'ai beaucoup de mal à m'intéresser à la politique parce que j'ai l'impression que ce sont des sujets qui sont souvent beaucoup trop loin de moi ou des choses qui seront impliquées beaucoup trop loin. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin du concret. Des choses qui se passent maintenant, des choses qui vont potentiellement arriver dans 1 an et qui ont un vrai impact sur ma vie. C'est ce que je pensais aussi avant, mais plus j'avance en âge, plus je sens que la politique vraiment me concerne directement. Mais avant, j'étais très détachée aussi, mais là, je sens vraiment que je deviens de plus en plus politique parce que tout me parle. Genre, ça crie dans mes oreilles. Je me dis, mon Dieu, ils ont dit quoi? C'est tout le temps comme ça maintenant. Non, mais j'entends et c'est que maintenant, je m'y intéresse un peu plus. Je trouve que c'est beaucoup plus proche de moi, mais même à ça, il y a un filtre qui va se faire automatiquement. Si ça ne m'impacte pas, ça me touche pas directement dans les 12 prochains mois, mon niveau d'intérêt pour le sujet est proche de 0. Mais vraiment. Pour moi, c'est même pas politique, le racisme anti-blanc. Clairement, je pense monsieur est venu troller et il l'a fait, voilà, tu vois. Non, mais tu vois, c'est, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Je suis navrée, je n'ai pas d'avis sur la question. J'ai des avis sur d'autres choses, mais vraiment pas sur ça, parce que mon quotidien non, en fait, non, j'ai pas d'avis. Voilà. Je vais m'occuper de ce qui me concerne et de ce que je peux
et ce sur quoi je peux réfléchir et auquel je peux consacrer du temps. Ça ne fait pas partie des choses sur lesquelles je peux consacrer du temps parce que poser cette question-là, savoir ce qu'on en pense, qu'est-ce que ça signifie, est-ce qu'on est censé réfléchir à trouver des solutions, à mettre des choses en place. Maintenant, si on donne notre avis sur le racisme anti-blanc et après, enfin, je sais pas trop. Ouais, voilà. Moi, en tout cas, en ce moment, vraiment, cette semaine, ce qui me préoccupe le plus, c'est la prolifération des punaises. Voilà. Les punaises en France. Voilà. Ça m'inquiète. Ça, j'en pense beaucoup. Ça m'inquiète vraiment. Genre, non, la peste, le choléra, la France de Jean Valjean, non, quoi. Tu vois, là, j'y pense tous les jours et je me dis, c'est très grave. Je me pose des grandes questions là-dessus. Voilà. Mais voilà, si tu veux nous poser la question l'année prochaine, peut-être que l'année prochaine, on en pensera plus, mais voilà. Ouais, merci on aura beaucoup. du temps pour y apporter notre réflexion, mais là, navré. Question suivante. J'aime bien celle-là. Est-ce que vous avez des astuces pour les gens bordéliques ? Je vous jure que j'essaye de ranger, mais je n'y arrive pas. Sinon, je le fais et 2 jours après, c'est déjà le bordel dans l'appart. Je vis seule, donc ça ne dérange que moi. Mais ça me gave, j'aimerais bien être plus ordonnée et aussi je ne peux pas inviter des personnes à l'improviste sans risquer de choquer l'enfant des gens et passer pour une gueuse. Gueuse, c'est le terme. Non, tu vois la transition. non, mais en fait, moi, ce que je trouve drôle, c'est je ne peux pas inviter des personnes à l'improviste sans risquer de choquer l'enfant des gens. Donc, en fait, depuis le début, elle voulait pas nous dire qu'elle voulait inviter des gens. Elle voulait inviter l'enfant de quelqu'un. C'est ça le problème. C'est qu'elle a un programme. Cette femme a un programme. Incroyable. Je te jure, mais juste pour le programme. L'enfant de Juste pour le programme. On n'avait pas vu un réel comme ça sur Insta. Une fille qui faisait une vidéo, ça faisait genre, tu sais, les vidéos des influenceuses lifestyle, maison et tout. Elle est en train de ranger sa maison. Et en fond sonore, elle dit « Rien ne me motive plus le matin à ranger ma chambre que l'idée que je vais recevoir un date ce soir. » Exactement. Et tu la vois faire son grand ménage, sa maison, elle est parfaite. C'était trop drôle. Non, mais après... C'est exactement ça. Moi, je pense que être bordélique et être sale, c'est 2 choses complètement différentes. Si t'es bordélique parce que t'as 2-3 trucs qui traînent, mais en fait ton sol est propre, tu sais, t'as pas des amas de poussière, t'as pas de la vaisselle qui s'accumule pendant 10 jours, t'as pas des odeurs qui traînent, que t'as pas un pipi de 3 jours dans tes toilettes et que ta baignoire ou ta douche est pas noire et que, tu vois, les joints sont pas noircis. Je trouve que c'est pas gênant aussi. T'as des trucs qui traînent, enfin, t'es bordélique, donc voilà, ça fait partie de la vie. Par contre, si tu es sale, ça, c'est autre chose. Si tes draps sont tachés, sentent mauvais, que dans ta maison, il y a une odeur de remets... Si t'es à l'aise à l'idée de voir ça, tu vois, genre, je sais pas, comme tu dis, les draps, ils sont tachés, mais tu regardes le drap taché et tu dis, et tu t'allonges quand même dessus. Là, t'es une personne sale, t'es pas bordélique. Ouais. C'est un autre cap. Mais j'ai l'impression qu'elle n'en est pas à ce cap-là. Oui, s'il y a des papiers qui traînent, si t'as un petit monticule de vêtements sur une chaise, que tu te dis à chaque fois, je vais le ranger après, mais que tu le ranges jamais. Mais que tu pioches dans ce monticule en te disant, voilà, la chemise que je cherchais, elle est là, mais c'est du linge propre, c'est pas forcément du linge sale quand c'est pas mélangé. Allez, je pense que tout le monde a un minimum de bordel. Il y a des niveaux, mais voilà, la question, moi, que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu es bordélique ou est-ce que tu es sale? Yeah! Parce que bordélique, ça se règle. Moi, franchement, la première chose que je te dirais, c'est de faire un tri. Parce que parfois, en fait, on pense qu'on est bordélique, mais en fait, on a juste trop d'affaires. Et du coup, quand t'as trop d'affaires, c'est impossible de les avoir constamment rangées. Ouais. C'est juste impossible. Ça va toujours déborder. Donc déjà ça, de voir s'il n'y a pas besoin de faire un petit tri dans ce que tu possèdes. Surtout côté garde-robe, je sais que moi, chaque saison, je fais le tri et chaque saison, je me rends compte, oui, ça prenait de la place dans mes tiroirs pour rien, littéralement. Et puis, deuxième chose, c'est peut-être les rangements que tu utilises aussi, hein. Voilà, tout simplement parce que il y a des gens qui mettent tu vas mettre, je sais pas, tous tes sous-vêtements dans un tiroir, ça passe pas. Mais quand tu vas mettre tes petits trucs pour organiser, là, tes petits cubes qui séparent le tiroir, d'un coup, tout passe, tu vois. Bah oui, donc, c'est peut-être des petites choses toutes bêtes comme ça qui font que t'as l'impression que c'est tout le temps le bordel trop vite. Mais voilà, c'est peut-être un problème de rangement et de structure dans ton appart.
Voilà. Mais non, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui est seul. Je pense vraiment que c'est un côté bordélique, genre, tu sais, comme les enfants, le matin, ils disent, qu'est-ce que je vais porter? Il faut voler les habits du tiroir, Ouais, genre, pas ça. Et après, tu te retournes, tu te dis, putain, mais qui a mis des ordres? C'est ça. C'est littéralement ça. Ouais. Voilà. Non, je suis d'accord. Bon, bah, j'espère on t'aura aidé et répondu à ta petite question. Voilà, copine, bon courage. Bon courage. On arrive à la dernière, là? On a la dernière question? Ok. Ouais. Et allons-y gaiement. Salut les filles, tout d'abord bravo pour vos 6 ans de podcast. Merci pour vos échanges authentiques qui ont créé d'autres dans mes propres cercles d'amis. Oh, nous sommes a hot topic. Ouais, je kiffe. J'ai pas vraiment d'histoire ou de besoin, mais je voulais juste vous encourager dans ce que vous faites. En revanche, j'ai une question pour vous. Si vous pouviez peut-être décrire votre propre expérience avec le podcast Thé Noir en 3 mots, lesquels choisiriez-vous et pourquoi? En tout cas, bah déjà pour commencer, merci beaucoup. J'aime trop l'idée qu'on arrive à créer des échanges encore au-delà du podcast. Je trouve ça super intéressant. 3 mots, oh là là, je pense que déjà le premier mot que je mettrais, ce serait quelque chose comme la discipline. Je pense que vraiment le niveau de discipline qu'on espère avoir et ce qu'on a appris sur ce que la discipline apporte dans le podcast, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Tu sais, tu fais preuve d'un certain niveau de rigueur et tu vois vraiment les fruits, en fait. Parfois, c'est presque immédiat. Et du coup, on se dit, purée, c'est dingue. on a juste à être carré et il arrive des choses bien dans nos vies. Oh, intéressant. En tout cas, moi, je dirais ça. Le podcast m'a appris la discipline. Je dirais aussi la pertinence. Parce que on peut s'imaginer que créer un podcast, c'est facile. Techniquement, c'est facile. T'as ton micro, t'as de quoi faire ton petit montage, mettre en ligne, c'est facile. Mais créer un podcast qui va rester intéressant pour ta cible pendant plusieurs années, ça, c'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, pour moi, c'était compliqué dans le sens où tu peux facilement te perdre et te dire « Ah, ok, je vois que ça intéresse les gens. Peut-être qu'on va faire un peu plus de ci, peut-être qu'on va faire un peu plus de ça. » Et te perdre et ne plus être pertinente. Pour moi, c'était très dur de tout le temps me dire que ce qu'on fait, il faut que ça reste pertinent et il faut que ça reste honnête. Et ça, c'est vraiment un truc, je pense que 90% des commentaires qu'on reçoit sur le podcast, on nous dit toujours « Vous avez l'air tellement naturel, etc. » Et j'ai tellement envie que ça reste. C'est difficile parfois parce qu'il y a certaines choses, tu te dis, si on changeait un peu la formule, on faisait un petit peu plus de ceci et un peu moins de cela, eh ben, je sais que peut-être nos stats, elles augmenteraient, peut-être qu'on aurait, je sais pas, un peu plus de notoriété, etc. Mais est-ce qu'on sera encore pertinente? Je ne sais pas. Donc, pour moi, maintenant, c'est devenu un mot d'ordre pour le thé noir. Je veux vraiment qu'on soit tout le temps pertinente dans ce qu'on fait et j'ai pas envie de m'éparpiller dans ce que je fais. Puis pas seulement dans le thé noir, hein, pour la vie en général. Et après, le troisième mot, je dirais... le troisième mot, ce serait Néné, tout simplement. Tout simplement. Parce qu'il y a 6 ans, on n'avait pas la même relation. Donc, grâce au thé noir, je sais que ça a renforcé certains liens, ça a créé d'autres choses, d'autres connexions. C'est devenu ma business partner et tout. Attends, je suis obligée de mettre Néné dans les 3 mots. On travaille vraiment pas avec tout le monde, hein. Surtout moi. Vous l'avez bien compris dans cet épisode. Après tout ce qu'on a dit, je peux pas travailler avec tout le monde. Donc, clairement, oui, le troisième point, ce serait yes, Néné, yes. Alors, moi, je vais choisir des mots différents. Je dirais le dépassement. Parce qu'il faut savoir que Ndaya et moi, nous sommes de grandes introverties. Et donc, se montrer en public et être sociable nous demande du travail. Mais vous nous donnez la force. Et on le fait aussi parce qu'on en a envie et vous nous donnez envie de nous dépasser. Et donc ça, je trouve que c'est le premier mot que je dirais. Je dirais aussi que ça a été une source de stress.
Ouais, c'est trop vrai. Franchement, t'as raison. T'as trop raison. Je vais pas mentir. Hein. Non, c'est vrai, t'as trop raison. Je pense que ça a été une source de stress parce que on a envie de livrer des choses, on a envie d'être présente d'une certaine façon, mais comme tout le monde, hein, on a nos vies. On a nos vies et on a aussi nos difficultés, on a aussi nos joies, on a tout ça, et de se dire que de savoir qu'on nous attend au tournant, et je dis pas ça méchamment, c'est aussi un stress pour nous parce qu'on se dit on va être à la hauteur des attentes. Mais je dirais que ce stress est contrebalancé par le prochain mot que je vais dire, qui est un sentiment d'accomplissement. Dans le sens où j'ai pas l'impression d'être un imposteur, j'ai pas l'impression que nous sommes des imposteurs, et que j'ai l'impression qu'on apporte d'une certaine façon notre pierre à l'édifice et que ça nous permet d'être alignés sur les personnes que nous sommes et que l'on veut devenir. Et pour moi, je trouve que c'est quand même une fierté de se dire qu'on a mené notre petite barque toute seule pendant 6 ans, qu'on continue de la mener et que la communauté continue de grandir, que vous soyez assez à l'aise de nous parler, de nous demander conseil. Parfois, on se dit, mais on est juste nous, quoi. Et donc, du coup, on se dit, si on a déjà accompli cette petite chose, on voit nos chiffres qui n'arrêtent pas d'augmenter, on monte dans les charts de podcast face à des grosses prods. Enfin, tu te dis, mais on est juste 2 nanas qui racontent nos vies et voilà. Enfin, c'est pas, on n'a pas je sais pas. Moi, je dirais que j'ai pas l'impression qu'on fasse un truc de ouf, mais en même temps, je sais que la formule n'est pas extraordinaire, oui, c'est vrai. Ouais, tu vois. Mais je sais que c'est quelque chose d'important. Donc, pour moi, ça serait vraiment dépassement, stress et accomplissement. Ouais. Ok. Mais c'est super. Franchement, sur ces belles paroles, je vous dis un énorme merci de continuer à écouter le podcast, de continuer à le partager dans tous vos cercles, etc. Merci de nous faire monter aussi dans tous les classements. C'est super. Si vous nous aimez, mettez-nous un petit 5 étoiles sur l'appli sur laquelle vous nous écoutez. Un commentaire en plus. Alors là, ça nous boostera encore plus. Donc, un grand merci d'avance. Et on est sur quel réseau ? On est partout, sauf sur Facebook. Voilà. Voilà. Très bon. J'adore cette phrase. Comme si on avait un problème personnel avec eux. On devrait dire on est partout sauf sur Facebook et LinkedIn. et LinkedIn, oui, exactement. C'est exactement ça. Mais oui, je sais pas quoi dire. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Et merci beaucoup de nous avoir fait confiance avec vos questions, etc. et tous vos messages d'amour. C'est juste, on est trop reconnaissante. Et surtout, n'hésitez pas. C'est pas parce qu'on a fait un épisode spécial Courrier des auditrices que vous pouvez plus en envoyer. Ouais, très honnêtement, si on continue à en recevoir beaucoup, peut-être qu'on créera une rubrique. Mais voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas, on est toujours là, que ce soit dans le podcast ou en privé. Merci pour tout, merci de nous accompagner, merci de nous donner de la force, merci d'être vous. Et puis voilà, on va pas se dire trop de choses, mais vous savez déjà tout. Voilà, bye yo. Bye yo.